ça fait plaisir quand même. Bonsoir à tous. Ben, démarrage avec la section. La section d'assaut. Ouais. Yeah, la section. C'est baladé, c'est Gims et tous les autres à l'époque qui ont sorti un magnifique album. L'apogée. L'apogée, extrait de cet album-là, on a un peu baladé, quand même, juste pour parler de ceux qui n'étaient pas là. Ils sont baladés. En bref, une version T'as pas ivoirienne. compris pourquoi. Hein? Oh, ouais, Bonsoir Kevin, comment ça va? Ça va et toi? Bonsoir tout mieux? le monde. Vous Ça va m'avez mieux? tous manqué Ça va mieux? sur ce plat. Oui, ça va beaucoup mieux. Ouais. Très bien, en tout cas, on est content de vous retrouver. Isabelle Baladé. Elle aussi. Salut tout le monde. Bonjour Isabelle, comment ça va? Très bien, Super. Brice. Bon, Alain était là. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va, bonjour, oui. Ça va. Retour du costume? Oui, parce que j'arrive du champ. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais beaucoup de travail aujourd'hui, donc... C'est vrai. Quand on parle de modernisation de l'agriculture, il n'y a pas un meilleur symbole. Eh hein. oui, c'est ça. Il va au champ en Avec costume. Madaba et autres, C'est ça, j'ai c'est pas ça. eu le temps de rentrer à la case, me changer. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Rihanna, si. Bonsoir, comment ça va, Rihanna? Ça va, j'aimerais pouvoir aller me balader aussi. Aussi, hein? Bon, ça va, non, on vous regarde. On regarde. Bon, à propos de couleurs, je fais un truc là. On a parlé des couleurs de Daouda, on a parlé des couleurs de Kevin, mais là, quand même, avec votre plan, là, il y a, Là, je fonds bien. il y a une partie de vous. En général, c'est Daouda à qui ça arrive. Il y a une partie du plateau qui renvoie avec ça. En fait, si tu as remarqué, on ne porte pas la même couleur, mais c'est quand même le même bicolore. Hein. C'est Oui. Les rayures et... C'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc. Non, parce que j'avais une autre couleur, mais ça me faisait trop penser à que je ressemblais à Daouda. Et donc, non, mais je vous promets, si je vous montre la chemise, à la pub, je vous montre la chemise. Abou va me ramener la chemise qui est dans la loge et je vais vous montrer la chemise. C'est-à-dire, le styliste m'a sorti une chemise et c'était exactement une chemise qui est faite pour vous. Je pense même que je vais vous l'offrir au besoin. D'accord, je vous la montre à la pub. Élisée Bonougoué, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Très bien. Parfaitement Super. bien. Bah, écoutez, on est tous contents d'être là. On est contents de vous savoir. Hein. Ça faisait un bout de temps qu'on ne vous avait pas entendu au téléphone. Donc, avec Freddy, on s'était entendu pour que le numéro de téléphone il s'affiche assez rapidement. Donc, je crois que ça va se faire. Pour l'instant, on a pour notre grande révision. Tout de suite, on va évoquer, on gagne du temps, hein, une minute de salutation. Bon, il y a des blagues de techniciens. Il y a quelqu'un de l'équipe technique qui m'a dit dans l'oreille, il dit, ah, votre chemise ressemble à la veste de Rihanna. Très bien. C'est pas grave, Rihanna. Laissez passer. C'est Thierry qui m'a fait le coup. Bon, alors les amis, pour notre grande révision ce soir, on va commencer l'émission avec une image. C'est la mise aux arrêts d'un cerveau présumé donc, du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Le sieur Abbas Amka, donc arrêté le 26 octobre 2022. Voilà, donc, je ne sais pas à quoi ça sert finalement, vu qu'on a son nom et son prénom. Alors, l'homme a été arrêté le 26, je vous le disais, entrant de l'extérieur, je pense du Liban, donc pour être précis sur l'information. Donc il était parmi les présumés. Et je ne sais pas si c'est une technique de la police, Élisée, vous me direz, mais en tout cas son nom n'avait pas été cité parmi les personnes. Donc, et même quand il avait le sentiment d'être parmi, il était sorti de Côte d'Ivoire. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, il est rentré. Et là, malheureusement, il est tombé dans les filets de la police. Oui, mais je pense déjà qu'il faut retenir que l'enquête portant sur ce réseau de trafiquants-là n'est pas encore... L'enquête n'est pas totalement bouclée, l'enquête est en cours, ça se poursuit. Donc, on va certainement assister à des interpellations pêle-mêle comme ça. Vous imaginez qu'environ près de 2 tonnes, d'une vingtaine de tonnes de cocaïne, ce n'est pas juste une ou deux personnes qui peuvent être à la base de tout ce trafic-là, c'est forcément un réseau. Donc la police toujours en train de mener ses investigations au fur et à mesure, certainement qu'on va voir des alors, justement, interpellations. j'ai choisi ce sujet-là pour la révision parce qu'à l'époque, ça avait entraîné une polémique à propos justement du fait que certains reprochaient aux forces de l'ordre de ne pas suffisamment communiquer sur les éléments de l'enquête. Nous, on avait estimé que c'était peut-être souvent pas nécessité d'enquête. On avait estimé que sur certains cieux, dès qu'il y avait un souci, le procureur s'exprimait. Et aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que dans la stratégie de la police, cette personne n'avait pas été nommément citée. Et ça participait à ce que lui et certainement d'autres complices soient sous les verrous aujourd'hui. Non, mais peut-être qu'au moment où l'affaire était portée au grand jour et que tout le monde le savait, certainement, peut-être, je dis bien, on n'avait pas encore des accointances avec lui. C'est-à-dire que c'était peut-être possible que la police n'ait pas eu d'informations le concernant, mais dans la poursuite des enquêtes, certainement que son nom a dû sortir. On a fait des liens
vraiment probants qui le relient à ce réseau. C'est des possibilités. Très bien. Donc voilà. Et bien, je crois que, comme tu le dis si bien, il est important quand même dans l'évolution du dossier qu'à des moments précis, soit le procureur ou bien, je ne sais pas, celui-là qui a le dossier en main, de temps en temps fasse quelques communications. C'est aussi important pour qu'on voie au moins que l'enquête n'est pas bouclée, mais que c'est en train de se poursuivre. Voilà. Et je pense déjà qu'il faut féliciter les enquêteurs hein, qui ont rondement mené cette affaire. Je me souviens qu'en juin dernier, les articles de presse ou même dans certaines conversations, il était mentionné le nom d'un complice qui se serait évadé qui se serait enfui vers le Liban, sans que son nom soit précisément indiqué. Et une source proche de l'enquête m'avait indiqué à l'époque que volontairement, mention ne serait pas faite en tout cas, faite plutôt de cette personne-là. Et donc je crois que finalement elle a fini par mordre à la hameçon parce qu'elle doit sans doute rentrer après avoir obtenu des assurances, mais ça devait être un piège, je pense. Donc, ils l'ont attiré certainement pour le capturer. Je pense que ça fera avancer l'enquête sur ce trafic international quand même. Il ne faut pas oublier que les ramifications remontent quand même jusqu'en Colombie, hein, ce qui montre quand même la gravité de ce dossier. On espère très rapidement que l'enquête sera bouclée et qu'un procès se tiendra afin que l'on sache exactement comment ces personnes ont opéré et quelles étaient toutes les complicités dont elles ont pu bénéficier. Et puis surtout qu'elles soient condamnées lourdement par la justice. En tout cas, moi je tenais en tout cas à dire bravo encore parce que sur ce plateau, tu l'évoquais, on saluait le travail de la police qui faisait un travail. Donc en gros, ce n'est pas sur tout qu'on doit pouvoir parler à tout moment et à tout va. Aujourd'hui, ils se sont tus, ils ont mené l'enquête. Parce que s'ils avaient parlé, ils s'étaient étalés dans la presse et sur les réseaux sociaux un peu partout, je ne pense pas que ce monsieur-là aurait eu le courage de revenir. Donc souvent, faisons confiance à nos autorités policières. Ils travaillent en silence, mais sûrement. Oui, et vous en parlez si bien. Moi, quand on est sorti, malheureusement, je n'ai pas la VAR. La VAR ne va pas parler en ma faveur. J'avoue que j'étais assez en minorité à l'époque, lorsque j'avais défendu effectivement la thèse selon laquelle une enquête pouvait être à l'origine du fait que la communication ne soit pas du goût de tous nos amis journalistes qui réclamaient plus d'informations pour nos téléspectateurs. Et comme Alain, je termine comme Alain le disait, c'est qu'à l'époque, nous avions des sources proches du dossier. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à cette source-là que promesse a été tenue. Cette source m'avait révélé que cette personne serait arrêtée. Voilà, il m'a dit, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Restez patient. Vous n'aurez peut-être pas tout pour l'instant, mais on fera ce qu'il faut. Bravo. Non, mais sur la transparence lors des enquêtes, je vais rester un peu mitigée. Ce que j'aimerais nuancer, c'est qu'on ne demande pas forcément de donner les noms et les détails les plus précis sur l'identité des personnes, etc. Mais c'est de communiquer déjà sur un fait qui se passe, et je pense qu'on l'avait évoqué sur plusieurs types de scénarios, pas que celui de la drogue, mais de pouvoir éviter et anticiper certaines rumeurs qui pourraient s'étaler sur la toile, savoir déjà que l'État prend à bras le corps certains faits. Dans le cas précis, moi j'aimerais quand même saluer la constance dans les actions qui sont menées, parce que je pense que trop souvent sur ces histoires de drogue, on entend certaines personnes qui ont été identifiées, certaines personnes qui ont été incarcérées, et puis après, bon, on n'a plus vraiment de suite. Mais là, quand même, de voir que les enquêtes continuent, de voir que quelqu'un ne peut pas comme ça rentrer dans le pays alors qu'il avait quelque part été déjà indexé, ça notifie quand même d'une certaine constance. Vous évoquez la question des droits des réserves Non, justement, c'est de ça que je parle. L'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, l'autorité policière en fait, ne peut pas donner certaines informations. Parce que ceux qui font le trafic de drogue, c'est des gens aussi très intelligents. Donc, il y a des détails, ou bien même il y a des informations, même si ce n'est pas un détail. Dès l'instant qu'il s'agit dans le domaine public, il sait de quoi il en retourne, parce qu'il était dedans. Donc, techniquement, si on commence à donner certains éléments, je suis sûr et certain qu'un gars qui vend la drogue, il ne va pas venir. Oui, donc il faut faire l'omerta dessus en fait. Sur le phénomène en lui-même, montrer à la population ou à ceux qui lisent que les autorités travaillent dessus, sans effectivement donner certains détails. Mais je pense que la population en juin dernier s'est un peu satisfaite du fait qu'un certain nombre de bonnets de la drogue soient arrêtés. Exactement. Voilà. Et l'exploit ici qui est quand même réussi, c'est que la piste libanaise
a été évoqué, je pense volontairement dans un article de presse, sans détail, sans revenir là-dessus. Donc, quelque part, ils ont donné un peu, comme on dit, un peu de 3 éléments à la presse. Et je sais que les médias ont tenté de savoir ce qu'il était exactement, mais ceux qui avaient l'information ont souhaité ne rien dire. Donc, je pense que c'est aussi une forme de communication dans ce type d'affaires criminelles où on laisse penser aux malfaiteurs, aux criminels qu'il a été oublié ou qui n'est même pas évoqué dans les enquêtes. Et là, je dis vraiment bravo. À la police qui a su aussi tenir ça, enfin les policiers et les enquêteurs qui ont su tenir leur langue. Parce que très souvent, il y a des fuites aussi qui entravent le travail de la justice. En stratégie et communication, souvent le chemin est très mince. Exactement. Les amis, voilà une nouvelle qui ne va pas vraiment faire plaisir à Élisée Boulougou, mais je crois qu'il doit être informé, il sait. C'est l'axe Mans-Touba. Donc, cette deuxième voie du Nord, qui relie Mans à Touba, en passant par Biancouma, constitue donc un véritable calvaire pour les usagers, les passagers, qui ont beaucoup de mal à se déplacer. Donc c'est la vidéo du jour, hein, on va la regarder et après on va la commenter. À une vingtaine de kilomètres, ou bien moins de 20 kilomètres de Mans, et la route est coupée complètement. Les passagers sont abandonnés à leur propre sort. On ne voit pas de solution. Tout le monde est là, vous voyez le fil des camions. Et vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable. Il faudra que le gouvernement fasse quelque chose pour les usagers de cette voie. Vraiment, c'est sérieux. Et le COM, je vous dis, il y a une ambulance qui vient d'arriver avec une femme. Une ambulance qui vient d'arriver avec une femme enceinte, qui a un terme, qui doit se rendre d'urgence à la maternité et qui est bloqué. Ouais, quand même. Chapeau aux reporters quand même. C'est la magie des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, hein. On se plaignait, on disait que tout le monde était devenu journaliste. À un moment donné, tout le monde fait des reportages. Mais 2 questions. Je vais commencer par Kevin pour le tour de table. J'ai même envie de dire à qui la faute et quelle solution. Déjà. Bon, moi, en fait, évidemment que c'est bien de dénoncer pour attirer le regard, justement, des puissances publiques sur l'état de ces routes, de cette route-là, ou des routes même en piteux état en général. Mais dans cette vidéo, le monsieur qui filme nous dit qu'il y a une ambulance qui transportait une femme enceinte et que du coup, l'ambulance a rencontré des difficultés du fait de l'état de la route. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit responsable et pragmatique. Cette route, c'est la 2e voie qui relie Mans à Touba. Donc, les chauffeurs qui ont l'habitude de la pratiquer savent pertinemment son état désastreux. Du coup, pourquoi s'engager sur cette voie pour transporter une malade ? Moi, c'est la première question que je me pose en fait. Pour le coup, cette voie est tout sauf un raccourci, c'est plutôt un sombre détour qui est très très long et qui est même périlleux. Donc je ne comprends pas pourquoi une ambulance s'engage sur une route aussi dantesque, je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Mais comme je le dis, c'est bien de dénoncer, évidemment. Moi, j'ai envie de mon idée de mon commentaire, Élisée, mais de mon idée de mon commentaire, peut-être que c'est une route qui était semi-praticable, permettez-moi l'expression. Et puis là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Voilà, je crois que la pluie est venue certainement accélérer l'état de dégradation de la voie. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était la voie principale, celle-là. Donc, c'est pourquoi je pose la question. Alors, Élisée, et ça tombe très bien, s'il vous plaît. Élisée, vous connaissez cette voie. Mais je connais parfaitement cette voie. Mais voilà, il faut nous en parler. Et quand vous me dites que ça ne va pas me faire plaisir, mais je le dis honnêtement, ça me fait plaisir qu'on montre ça et que toute la Côte d'Ivoire voie ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être qu'on va me traiter d'être vraiment un peu régionaliste, mais je pense honnêtement, en matière de développement, je pense que nous sommes quand même un peu en retard. Notre région, surtout en termes d'infrastructures routières, je le dis honnêtement, la région de l'Ouest a été plus ou moins abandonnée. Ça, je le dis et je pèse mes mots et j'assume entièrement ce que je suis en train de dire. Cette voie que vous voyez est une voie principale. C'est la voie principale qui relie Mans à Touba. Ce n'est pas une voie secondaire. Et pour qui connaît la région de l'Ouest, c'est que c'est une région où il y a une abondance de pluie. Il pleut régulièrement dans cette région-là. Et constamment, ces voies se retrouvent dans un état aussi désastreux. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des moments où on ne peut pratiquement pas bouger. Aujourd'hui, quand on rentre dans le mois de mai, du mois de mai jusqu'à pratiquement au début décembre, je vous assure que c'est un parcours de combattants, ou même je dirais, c'est une prouesse magistrale même de pouvoir conduire dans cette zone. Parce qu'il n'y a quasiment pas de route. Très bien. Les routes sont dans un état piteux, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est vrai, on fait beaucoup d'efforts, on voit tout ce qui se fait à Abidjan, on voit tout ce qui se fait dans d'autres régions. Non, j'ai fini. Pour rappel, c'était la région en fait quand on prêtait les camions, les véhicules de transport en commun pour se rendre d'Abidjan à Odiéné. Mais figurez-vous que cela a fait bientôt 4 ans. Aucun véhicule pratiquement ne passe ici pour relier Abidjan à Odiéné. Tout le monde passe désormais à Korogo. Parce que c'est pratiquement une voie tout à fait déblayée. Korogo-Bundiali, vous rentrez à Odiéné sans souci.
personne ne passe sur cette voie. Très bien. Et là, ce n'est pas entretenu. Aujourd'hui, regarde ce que ça donne. C'est bien. ce que Je vais parler des transports en commun, je dis. Mais c'est normal parce qu'ils ne peuvent pas venir casser leur moteur sur cette voie. Mais oui, ils sont obligés de prendre de l'autre côté. Mais on dit la même chose. Hein. On ne dit pas la même chose. Si, justement. moi je dis, quand on connaît l'état de cette voie qui est totalement enfin l'état de la voie qui est désastreux, voilà, je ne comprends pas pourquoi on puisse. Moi, je me Kevin, suis j'ai focalisé mon argumentaire sur une femme qui partait Je accoucher. t'explique, je te parle de Mans à Biancouman. Tu ne peux pas quitter Mans, revenir à Abidjan et Sans passer à passer par Potier. cette C'est voie. pas possible, c'est ce qu'on est en train de faire comprendre. Non, On te parle de Mans Alors, de à l'information Touba. que vous aviez, Kevin. Le monsieur dans la vidéo a dit c'est la deuxième voie. Oui, mais attends. Mais le monsieur, il a dit, moi je suis de la région, je suis en train de te donner une S'il vous plaît. information. Non, moi je ne dis pas que tu mens. J'ai donné mon argumentaire en m'appuyant d'accord. sur les Bon, propos du monsieur dans la vidéo. Non, c'est pas la deuxième. Rien ne dit quel est l'état de l'autoroute. En fait, c'est ça. Bon, c'est ça. Donc, je suppose que l'ambulancier, ayant une meilleure connaissance quand même des voies, a choisi celle-là en espérant qu'elle serait peut-être un peu plus facile à aborder. C'est ça. Bon, en fait, Bravo. moi, De toute façon, je reviens à Isabelle après Daouda. Allez-y, Daouda. En fait, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un véritable problème de voirie en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, j'accuse le gouvernement parce qu'on a l'impression que tout ce qui concerne le goudron en Côte d'Ivoire se résume à Abidjan. Mais c'est que vous ne sortez pas d'Abidjan, Daouda. Si, je sors, Mais bien non, sûr, mais beaucoup non, de sortent. mais Alain, tu ne peux pas mais dire non, ça. Ça fait 5 ans que vous êtes allé Allez, voir ça, votre ça, maman à non, Boaké. Alain, non, Donc ça non, fait. non, Vous n'êtes non, pas non, sorti non, d'Abidjan. non, S'il vous plaît, non, Daouda, il faut Daouda, sortir lorsque vous d'Abidjan. affirmez quelque chose, Oui, je moi, je suis d'accord. Quand vous affirmez quelque chose, faut vraiment. Mais vous demanderez- quand je suis en train de développer, quand on me coupe. Bon, désolé, développer. désolé. La chute Parce va que peut-être pour faire la moi, différence. le goudron, c'est Abidjan, Grand Abidjan, Yamoussoukro. Mais dès l'instant que tu commences à sortir pour aller dans d'autres villes de l'intérieur, mais il n'y a plus de voirie. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Non, Et non, ça, non, mais ça- justement, vous avez dit c'est un fait. Non, on va Voilà. partager le fait. Élysée, vous partagez. Personne ne partage de point de vue sur le plateau. Non, moi je ne partage pas ce point de vue. Ah d'accord, Isabelle. Allez-y. vas-y. Moi je Vas-y. peux les partager, je ne sors pas d'Abidjan. Donc, Moi, je veux juste dire ce que moi, ça m'inspire. Il y a beaucoup qui ont dit ici qu'on ne mange pas goudron. Mais quand on voit l'état de cette route-là, on voit très bien qu'effectivement, On mange goudron. le En tout cas, goudron pas sur sauve ce des plateau. vies. Pas sur ce plateau. Non, pas sur ce plateau. Le goudron sauve des vies et le goudron permet une activité génératrice de revenus parce qu'on voit qu'il y a un camion de marchandises qui est bloqué rien qu'à cause de la mauvaise qualité de la voirie. Donc oui, on mange goudron. Ou le goudron fait Et si mal. je peux revenir, ok. si je peux D'accord. revenir à ce que Daouda disait tout à l'heure, c'est vrai que le pays est en plein développement. Il faut laisser le temps au temps, faire les choses de façon progressive. Abidjan aujourd'hui est bien goudronné. Donc c'est en train de s'étendre en fait à l'intérieur du Non, pays. mais Il y a le des- temps, il y a au des- temps, excuse-moi, il y a une femme qui partait accoucher, Isabelle, le temps, au il y temps. a Ça va pas des attendre raisons. tout le Non, temps ça pour fait deux accoucher, débats. hein. Ça fait deux débats. Ok. Il faut revenir. Ouais. Faut revenir Oui, au centre du débat. on va revenir S'il vous rapidement au plaît. Il faut débat. recentrer le débat. Oui, on va revenir. C'est à cause- c'est pour ça la chemise. Oui, on va recentrer le débat, on va revenir au débat. Moi, je ne partage pas l'avis de Daouda. Quand il dit que le goudron, c'est juste à Abidjan et puis peut-être à Yamoussoukro, ce n'est pas vrai. Je vais prendre les axes principaux en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez Abidjan jusqu'à la frontière du Mali, vous avez un bitume impeccable. Quand vous prenez Abidjan jusqu'à la frontière du Ghana, en passant par comment on appelle ça, par Bondoukou, vous avez un bitume impeccable. Ils ont ouvert, la voie a été... Ils ont ouvert Boaké, la voie Yamoussoukro-Boaké. Non, c'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Non, mais l'autoroute n'est pas ouverte, mais la voie a été refaite. La voie a été parfaite. Moi, en fait, moi, je suis régulièrement à Boaké. La voie a été refaite. D'accord. Voilà, c'est l'autoroute qui reste à la moitié de l'autoroute qui tend à Tiébissou. Pardon, Yamoussoukro-Tiébissou qui va ouvrir certainement avant la fin de l'année. Mais sinon, l'autre voie a été parfaitement faite. Vous prenez cet axe parfait. Mais tout à l'heure, tu parlais de Laisse-moi l'Ouest, finir. tu parlais de l'Ouest, il n'y a pas de goudron. La prochaine fois, Alain va vous couper. Voilà, quand vous prenez l'axe Abidjan, que vous remontez dans l'est de la Côte d'Ivoire jusqu'à Bondoukou et même un peu jusqu'à Bouna, vous avez une voie impeccable. Quand vous prenez la voie en allant en pays BT jusqu'à Idivo, Gagnoa, une voie impeccable. C'est après cette zone et après Daloa que vous voyez tout le calvaire. Quand on a été dans la zone montagneuse. Et là, j'ai trouvé que ce n'est pas normal. Parce que c'est une voie qui mène jusqu'au Libéria. C'est une voie qui mène jusqu'en Guinée. Mais ces voies-là sont détériorées. Mais ça va, c'est pas normal. Non, le combat en Non, mais je pense qu'il faut précision. Je pense qu'il faut qu'il y ait une juste. Il faut qu'il y ait Mais ça, c'est notre combat. Ça, c'est notre combat. Ça, c'est notre combat. Je le dis, je le manifeste ce soir sur le plateau. Et je crois que nos gouvernants vont l'attendre. Voilà. Bon, de toute façon, tous les gens de votre village ont dit oui, merci. Mais je voulais justement, dans un premier temps, qu'on fasse une position par rapport au propos de Daouda. Qu'on les nuance un tout petit peu. Ce que vous dites est peut-être vrai, mais bon, c'était pas le fait. Non, il y a eu les preuves, c'est pas tout ce que vous avez dit qui était vrai. On a nuancé, c'est bon. Donc, une chose est sûre, ce qu'on va faire, c'est déplorer l'état de ces routes-là. Ça, je crois que quand on finit de faire le tour, Alain. Oui, on peut déplorer l'état des routes, mais aussi reconnaître l'effort fait par le gouvernement. On a près de C'est pas moi 90 qui dis 000 ça, km de bitume en Côte d'Ivoire. C'est 65% du réseau routier dans l'UEMOA. Voilà, donc je pense que
certes, il y a des difficultés, mais si vous payez vos impôts, je pense que l'État aura plus de ressources. Bah, nous, on paye. Daouda. Donc, continuez à contribuer au fonds, aux recettes de l'État, et puis on aura des... Sinon, moi, je peux vous rassurer que chez moi, tout le monde paye pour à l'Ouest. On est vraiment... Je suis pas sûr. L'assiette fiscale, vous pouvez vérifier. Non, Non, mais en fait, je veux dire, il n'y a pas de lien direct entre payer ses impôts et puis avoir ses routes. Non, Donc, payer ceux qui n'ont pas de route, c'est parce qu'ils n'ont pas payé les impôts. Oui. Je pense quand même. Allez, je vais rassurer en fait. Bon, alors justement, de partout dans la Côte d'Ivoire, vous avez des difficultés sur vos voix. Passez-nous un coup de fil. Il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher. Parlez-nous un tout petit peu. Ça va mettre d'accord Élisée ou Daouda. Bon, parce qu'Élisée a sorti une thèse différente, donc j'aime bien. Bon, je voulais juste, en tout cas, dire Yako aux personnes qui ont emprunté cet axe-là récemment. Et puis, notre porte-parole de la région sur le plateau, Élisée Boloubeu, franchement, un grand ambassadeur, a fait un grand plaidoyer sur la question de la voirie dans la zone ouest, globalement. C'est ça. Merci. Jusqu'au Surtout la zone ouest montagneuse. Très bien, merci beaucoup. Important de préciser. Voilà. Donc, il y a le numéro de téléphone, vous allez nous appeler. Même si c'est sur le prochain sujet, on va parler avec un ou deux téléspectateurs. Bon, alors les amis, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali pour la prochaine image, Abdoulaye Diop, il s'appelle. Donc il a fait une sortie devenue quasiment virale lors du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s'est tenu le 24, en tout cas du 24 au 25 octobre. Il a dit ceci, je crois qu'on va le citer, où oui. Nous avons failli par rapport à l'intégration du continent, nous avons failli par rapport au renforcement de la coopération entre nous. Nous avons failli par rapport à notre responsabilité pour assurer notre propre sécurité. Et je crois que nous ne pouvons pas faire assumer ça à d'autres. Lorsqu'il le dit à l'analyse, lorsqu'il le dit, nous avons failli, qu'est-ce qu'il indexe? Est-ce qu'il indexe l'ensemble du continent, les Africains? Est-ce qu'il parle du régime malien? Comment vous avez perçu cette déclaration? Moi, je pense qu'il parle de l'ensemble des pays du continent africain. En tout cas, c'est mon interprétation. Mais je suis content d'entendre M. Abdoulaye Diop prononcer ces phrases-là. En tout cas, en ce qui concerne la coopération, nos soldats ivoiriens en captivité au Mali depuis quelques mois n'ont pas été au Mali pour être captivés ou écroués, mais pour porter appui au Mali, justement, pour faire face au djihadisme galopant qui couvre ce pays depuis des années. Et un appui qui était censé se faire via la MINUSMA, qui est la mission de l'ONU pour la stabilité au Mali. Pour le coup, oui, nous Ivoiriens, avions voulu coopérer en expurgeant le djihadisme des terres maliennes et on a vu comment on a été récompensés. Donc, les personnes qui ne savent pas coopérer, en tout cas, ce n'est pas les Ivoiriens pour le coup. Voilà. J'ai fait un peu mon nationaliste et j'assume. Très bien. De toute façon, il y en a un autre qui a fait un truc sur le plateau. Isabelle? Oui, moi je dirais que leur discours est cohérent depuis le début. Ils parlent tout le temps d'ingérence en fait de la France dans tout ce qu'ils disent, prononcent en tout cas comme discours. C'est un discours qui est assez panafricaniste. Et pour revenir un peu à la jeunesse de la chose, c'est que le discours qu'il le prononce, il le fait en réponse en fait à la ministre des Affaires étrangères qui s'était prononcée donc sur la question. Aujourd'hui, quand il parle de la France, parce qu'il l'a bien mentionné en fait dans l'entièreté de son discours, il dit la France, par exemple, a été la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique en parlant donc du terrorisme. La France en allant donc attaquer la Libye pour des raisons inconnues, et ça je reprends donc le contexte du discours, bien entendu. Inconnues? Oui, Inconnues? Oui. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je reprends le contexte du discours en fait diplomatique. Exactement, du Premier ministre malien. Donc il dit que la France allait attaquer donc la Libye pour des raisons inconnues, et ce qui provoque aujourd'hui tout ce qu'on découvre aujourd'hui comme attaque terroriste en Afrique. Donc la France est la cause de tous les malheurs aujourd'hui dans nos pays africains, et donc le Mali en est un dégât collatéral de la situation. Mais ce que moi je pourrais déplorer dans ces propos, c'est le fait de toujours vouloir indexer la France, d'être la cause de leur malheur, même si dans une infime partie de son discours, il dit que la France n'est pas seulement la cause, que nous aussi nous le sommes en tant qu'Africains. Merci Isabelle. Voilà. Écoutez, je pense qu'il a décrit les maux dont souffre le continent en ce moment. Nous avons des pays qui commercent plus avec l'extérieur, la Chine, avec l'Europe, avec les États-Unis, qu'entre eux-mêmes. Donc aujourd'hui, ils déplorent en fait l'absence de coopération renforcée. On parlait à l'époque de coopération sud-sud, et puis il y a eu une trentaine d'années,
la vague de l'intégration s'est lancée. La CEDEAO qui a été créée en 1975 continue son petit bonhomme de chemin. Et puis depuis le 1er janvier 2021, on a la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, qui a pour vocation de justement booster le commerce inter-africain. Donc sur ce plan-là, il y a des efforts qui sont faits. Mais il faut rappeler que les États africains, beaucoup encore, restent très jaloux de leur souveraineté. Donc on coopère avec le voisin, tout en ayant quand même la main sur un certain nombre de prérogatives de son État. Sur la question de la sécurité, malheureusement, c'est une situation qu'on a héritée, excusez-moi Isabelle, de la colonisation. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand Houphouët-Boigny prend le pouvoir, on lui dit, bon, on peut former des fonctionnaires, des ingénieurs, etc., etc. Mais en ce qui concerne votre sécurité, nous avons signé des accords qui permettront à la France de vous apporter la sécurité, la protection. D'ailleurs, pendant 3 décennies, nos armées étaient sous-formées, sous-équipées, etc. Avec aujourd'hui son corollaire quand même de faiblesse face à des guerres asymétriques, notamment celles que mènent les mouvements djihadistes. Donc, son propos est un propos qui est conforme à la réalité. Et maintenant, il faut construire l'unité africaine, il faut renforcer l'intégration sous-régionale. Malheureusement, aujourd'hui, on a des tensions entre les pays. Il y a eu Burkina-Mali il y a quelques années. Maintenant, c'est la tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je pense qu'il faut travailler à ce que les peuples soient et les gouvernants de plus en plus proches. Voilà. Il nous sort ici un discours qui n'est pas faux dans le fond, qui se base sur qui est factuel dans beaucoup de pays de la sous-région quand on voit l'actualité. Mais en même temps, il ne dit rien de nouveau. Il ne dit rien de nouveau. C'est un discours rempli de diplomatie et de constats qui sont faits. Mais finalement, on ne voit ici en rien aucun engagement, aucune piste de solution. Moi, ce que je décris, c'est le paradoxe entre ce qu'il dit, quand il parle par exemple de coopération, d'être fort entre nous. Je l'ai toujours dit, aujourd'hui l'Afrique crie à l'ingérence de la France, l'Afrique crie au partenariat gagnant-gagnant, gagnant-perdant, pardon, mais on ne se met pas assez ensemble pour avoir les moyens de nos politiques. Donc on se retrouve toujours à être en position de faiblesse. Et là, on n'a aucune piste de solution. C'est un discours donc d'un Malien issu d'un pays qui retient encore nos soldats et qui ne fait qui ne prend en rien acte de toute la diplomatie dont fait preuve la Côte d'Ivoire. Donc il commence par libérer les soldats ivoiriens qui en rien n'ont pillé leur pays, et ensuite on pourra parler d'une coopération entre nous. Ça, c'est notre problème, Ariana. Ce n'est pas notre problème, ça fait partie du problème. On parle d'une coopération entre nous. Oui, on parle d'unité. Donc, non, mais justement, on parle de coopération. On parle de fraternité. Il est important de souligner que la détention de nos soldats... crispe l'atmosphère diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui sont des pays frères. C'est un autre dossier hautement compliqué. Et mais si on n'a pas encore obtenu... tous les dossiers, Alain. Parce qu'il a parlé de sécurité, il a parlé de responsabilité, assurance de sécurité. Purement diplomatiques qui posent renforcement un de la constat coopération. général. Voilà. Oui, mais sur la question de la sécurité, excuse-moi Brice, si nous avions effectivement coopéré, on n'aurait pas eu des forces de l'ONU dans nos pays. Au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres. Donc je pense que... On a dit ça, il faut qu'on aille vers une réflexion productive. Il faut qu'on ait des pistes de solution. Non, mais il a fait une réflexion très intéressante. Avec tous les deux. Merci, parce qu'il y a 2 autres qui n'ont pas encore réagi à la question. J'attends, Daouda, à ce que... Allez-y. Bon, qu'est-ce que tu attendais? J'attendais à ce qu'une intervention me dise, pour renchérir sur les propos de Rayana. Tiens, ça me rappelle des propos d'un certain Nana Akufo-Addo, vous vous en souvenez? Oui, c'est pratiquement la même chose en fait. Je voulais rebondir dans ça, puisqu'elle a dit, tout ce qu'elle vient de dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il ne va pas réinventer l'eau chaude en fait. Parce que les propos de Nana Akufo-Addo, c'était il faut que les gens arrêtent de chercher, de sortir dans... Il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Quitter un maître blanc pour aller chez un nouveau maître blanc. Et que l'Afrique doit prendre ses responsabilités. On va quitter la France, on quitte la France, on va aux États-Unis, après on va chez Vladimir Poutine ou bien chez Zelensky. Franchement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il parle de coopération. On doit coopérer, mais pendant qu'on doit coopérer, tu as nos enfants... en guerre quand même. Oui, bon, n'empêche. Tu as nos enfants emprisonnés chez toi et tu veux qu'on coopère. On coopère comment? Parce que je pense que son discours, pour moi, c'est un discours creux. Il n'a rien dit, concrètement. Voilà. Il faut qu'il aille plus loin que ça. Des pistes de solutions. Il ne faut s'agit qu'on pas... arrête juste de décrire Vous avez dit que vous avez démarré, elle a démarré. J'avais un extrait de discours. Je dis, vous ne pouvez pas juger un discours global
sur 2 phrases et demie. Mais non, mais Alain, Quand même. je pense Donc, allez-y chercher le verbatim. Mais je pense qu'Alain, On a visionné sur le on a plateau, tout écouté. Parce que lui-même, il a dit, qu'il ne faut pas jeter l'anathème ou l'opprobre sur les autres. 20 minutes. Parce que 20 minutes. Oui, mais Alain, on va pas. S'il vous plaît. Alain, vous. Parce que dans tout son discours que moi j'ai On l'a noté, il était vide, Daouda. Oui. On l'a noté. Élisée ne s'est pas encore exprimé. Allez-y, Élisée. Je vous reviens. Voilà, moi, je suis l'une des personnes qui a, depuis le début, fustigé l'attitude des autorités maliennes. Mais pour une fois, franchement, je tiens à saluer ce discours, je tiens à saluer ce qu'il a dit. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on... Depuis le début, c'est ce qu'on a toujours dit depuis le début. Parce que tant qu'on verra dans le blanc la source de nos problèmes, on n'aura pas le courage nous-mêmes d'affronter nos problèmes et de les résoudre. Parce qu'on aura toujours un bouc émissaire. Mais le monde, il est fait ainsi, la vie, elle est faite ainsi. Quelqu'un a toujours cette soif-là de conquérir nos territoires, de conquérir nos terrains, d'avoir plus de pouvoir. C'est comme ça la vie. Donc tu ne vas pas rester éternellement dans la victimisation. Nous souffrons. Non, mais, il faut que les Ivoiriens... Mais Élisée, permettez-moi de vous lancer un tout petit peu, parce que quand je lis quelqu'un qui dit il faut à un moment donné qu'on prenne nos responsabilités pour renforcer notre coopération, nos responsabilités pour assurer notre propre sécurité, est-ce que... Quand vous parlez de victimisation, je ne suis pas très sûr. Moi, personnellement, je ne sens pas la victimisation. Non, mais quand tu prends cette partie du test, tu trompes carrément tous nos téléspectateurs. Reprends la phrase au début, va jusqu'à la fin, et puis les téléspectateurs... Nous avons failli par rapport à l'intégration du continent. D'accord, nous avons failli par rapport à l'intégration du continent. Donc où est le blanc dans cette Non, continue, poursuis. Nous avons failli par rapport au renforcement de la coopération entre nous. Nous avons failli par rapport à notre responsabilité pour assurer notre propre sécurité. Oui. Et je crois que nous ne pouvons pas faire assumer ça par d'autres. Nous ne pouvons pas faire assumer par d'autres. C'est qui? Par d'autres. Nous avons failli entrer par un sommet où les Africains sont. Oui. Où on est en train de parler des Africains, nous avons failli. Nous ne pouvons pas faire assumer ça par d'autres. Il y a deux choses. Il y a soit peut-être en tout cas, comment on l'interprète? Voilà. On aurait pu l'interpréter comme étant un appel à plus de responsabilités, à l'éveil des consciences en Afrique, plutôt qu'une victimisation. Un appel à l'éveil des consciences, oui. Il est en train de nous emmener à l'éveil des consciences, ce que nous on a toujours défendu sur ce plateau. On dit, Élisée. notre salut ne viendra pas d'ailleurs, notre salut viendra de nous-mêmes. Et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il On va l'applaudir. C'est ce qu'il est en train d'évoquer aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a toujours dit ici. Oui. Voilà. Tant qu'on restera dans la victimisation qui m'a posé problème. Non, mais tu n'as pas compris ce que Élisée disait. Élisée disait que justement son discours, ce n'était pas un discours victimaire pour une fois. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'il dit. Je dis, on a passé le temps à toujours nous victimiser. Là, il est en train de nous dire que la solution, notre salut ne vient pas du fait de nous victimiser permanemment, mais nous-mêmes regardons nos responsabilités parce que nous avons échoué sur plusieurs axes. Rattrapons-nous d'abord, corrigeons ces axes-là et puis on verra les choses avancer dans le bon sens. Est-ce qu'il dit là? C'est ce qui a sous-tendu même en réalité. Je pense que la création des organisations comme l'Union africaine, comme la CEDEAO et tout ça était dans cette dynamique. Mais quand on finit de faire le bilan, 40 ans, 30 ans, 60 ans après l'existence de ces organisations, quel bilan on fait? Ou aujourd'hui même, pour se rendre, je prends un exemple simple, pour se rendre par exemple, moi, pour me rendre au Cameroun, non, je viens d'exemple. J'ai besoin d'un visa. Pour me rendre au Cameroun, un visa qui, je le répète encore, coûte plus cher même que le visa que je prends pour aller en Chine. Pour me rendre au Cameroun, j'ai besoin absolument d'un visa pour me rendre au Cameroun. Quand je dois quitter le Cameroun pour aller au Gabon, j'ai besoin d'un autre visa qui coûte excessivement plus cher que celui que j'ai pris précédemment. Mais à quel moment où est l'intégration? J'ai une minute pour la fin du sujet. Rihanna et Alain réagissent et on termine le sujet. Pour moi, il n'y a pas de problème avec tout ça. Tout ça, on l'a dit, ce sont des faits, ce sont des constats, on est content qu'ils le disent, etc. Mais la prise de conscience, c'est bien. Mais si on prend la conscience de notre responsabilité, on mène des actions, on propose des solutions. Rihanna, on va dans les actes. Vous estimez que le message, il est bon, mais il est porté par la mauvaise personne. On parle du ministre d'un pays qui retient nos soldats et qui ne fait pas feu de notre qui parle de diplomatie. Et qui parle de coopération. C'est trop paradoxal. Il évoque des faits, il n'évoque pas de solutions. Je ne sais pas de quoi on parle. Vraiment, je salue le message d'Élisée qui apporte la mais il faut applaudir pour une fois. Bien sûr. Ça, c'est très rare sur ce plateau. Non, mais il m'avait demandé d'applaudir. Mais je n'ai pas encore terminé. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a vite fait d'applaudir alors. Qui montre qu'en tout Africain sommeille un panafricaniste. Voilà, et que quelque part, il y a un peu de l'ADN de Kémy Séba. Non, le panafricanisme vrai. Pas le panafricanisme dérouté. Non, le panafricanisme vrai, je le revendique. En tout cas, c'est bien. Je pense qu'effectivement, on éclaire les téléspectateurs quand même sur les enjeux du moment. Que les Africains soient enfin responsables. Qu'on ne sous-traiterait plus ces prérogatives-là, la sécurité, etc., etc. Il va falloir qu'on se mette au travail. Mais il faut construire l'unité africaine. Et celle-ci passe d'abord par une intégration sous-régionale. Quand nous aurons des zones économiques fortes dans chacune de nos régions,
alors ensuite nous pourrons envisager une Afrique unie et rassemblée. Donc c'est vraiment important. Même si celui qui porte le message est malien, il faut quand même le saluer. Non, c'est pas parce qu'il est malien, c'est parce qu'il détient nos soldats. Voilà. La nuance, vraiment, je salue la précision. Je salue la précision. Voilà. Très bien. Bon, les amis, 2 premiers ministres, on en parle rapidement, hein, un tout petit peu. 2 premiers ministres, parce que nous sommes à la fin du temps qui nous était parti pour cette séquence. Gouvernement de transition burkinabé, donc il est connu, il est chapeauté par le Premier ministre, Maître Apollinaire Kilem, connu depuis hier. Un gouvernement restreint de 25 membres. Et puis, puisqu'il faut parler d'un autre Premier ministre, celui-là, c'est le Premier ministre anglais. Vous prononcez Rishi Sunak? Rishi Sunak. Le nouveau Premier ministre d'Angleterre. Ben, en tout cas, Premier ministre burkinabé, un commentaire là-dessus? Un journaliste qui Habitué accède des aux plateaux. plus hautes fonctions dans son pays. Voilà, je pense que c'est une bonne expérience. En tout cas, lui s'est proclamé comme étant un sankariste. Donc on verra bien la façon dont le pays va être géré. Et surtout les relations avec la Côte d'Ivoire. C'est Voilà, ça. Moi, très c'est- important. Au-delà même du Premier ministre, je veux dire, c'est la formation de ce nouveau gouvernement-là qui est à saluer avec quand même 5 femmes qui sont ministres dans ce gouvernement. Et il l'a précisé, il dit que c'est un gouvernement de combat. Quand on sait l'apport des femmes dans les crises, c'est tout à saluer en fait. Mais 5 femmes, la parité n'est pas folle. Hein. C'est que Non, 5 c'est pas, femmes. mais quand même, À saluer, mais quand même, c'est un effort qui est fait Voilà, pour, pour la promotion, la promotion des femmes. Tu sais, tous les pays ne sont pas la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Ça, Vous êtes mis d'accord tous les deux? Oui, pour Oui, une fois. Très bien. Ok, je suis bien Non, d'accord. moi, en fait, je suis quand même heureux que ce soit d'abord un journaliste qui est habitué des plateaux. Je pense qu'il aura le recul nécessaire pour envoyer le Burkina vers sa bonne transition. Et je remercie Dieu, ils n'ont encore rien changé. Ils ont dit qu'ils vont donner le pouvoir au peuple au temps voulu. Et j'espère que d'ici là, rien ne va changer en cours de route. Voilà. Élisée? Non, je ne comprends pas. Sinon que c'est déjà acté que Ibrahim Traoré est le président de la transition. Et pour l'heure, la transition, si on veut s'en tenir aux négociations qu'il y avait eu avec Damiba, ils ont encore 2 ans environ pour mettre fin à la transition. Ils ont encore un bon petit bout de temps quand même à passer là. Moi, je pense que le Premier ministre, pour être honnête, je ne le connais franchement pas. C'est vrai que quand il a été nommé, c'est là que j'ai vu quelques bouts de ses interventions sur les plateaux qui ont fusé. Mais je crois qu'il comprend que toute la responsabilité repose sur lui. Parce que pour moi, honnêtement, gérer le Burkina aujourd'hui, pour être honnête, c'est lui qui va le faire. Pourquoi? Parce Pourquoi que, vous pensez ça? Non, je l'explique. Parce que Ibrahim Traoré, qui est un soldat capitaine de 34 ans, pas que je le minimise, pas que je n'ai pas de considération pour lui, mais en termes d'expérience comparé au Premier ministre, le Premier ministre est suffisamment aguerri que lui, ça, il ne faut pas le nier. Donc je me dis que c'est lui qui va porter l'action gouvernementale en réalité. C'est vrai que lui, le président de la transition, Ibrahim Traoré, mais celui-là qui sera dans l'opérationnel, qui va apporter des résultats, il va permettre que tous les points sur lesquels ils sont entendus avec la CEDEAO puissent être mis en œuvre et qu'on aboutisse au retour d'un ordre constitutionnel normal. C'est effectivement la tâche de M. Kilem. Et son gouvernement. Et de son gouvernement, oui. Très bien. Bon, visiblement, vous ne voulez pas parler du Premier ministre anglais? Bah si, moi j'attendais que ça, moi. Bah allez-y, dites-moi un petit mot. Bah oui, Rishi Sunak, il a 42 ans, il était ministre des Finances sous Joe Biden. Voilà, c'est le premier ministre non blanc de l'Angleterre. L'un des plus jeunes aussi. Oui, c'est ça, l'un des plus jeunes, 42 ans. Il est issu de l'immigration, mais bon, il est né en Angleterre. Ses parents ont su s'assimiler parce que son père est médecin, sa mère est pharmacienne. Ils l'ont mise dans les écoles les plus prestigieuses de l'Angleterre. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré sa femme, qui est la fille d'un riche homme d'affaires indien. Et voilà, lui et sa femme, aujourd'hui, leur fortune est estimée à plus de 800 millions d'euros. Donc, voilà. C'est sûr que Mais par contre, dernière chose... Il n'a pas été dernier aux EPN. De quoi? Aux EPN, lui, il n'a pas été dernier. Voilà. Et il fait partie, en fait, de ceux qui sont pour expulser, parce qu'il a une politique migratoire très rude. Voilà. Il revendique le fait d'être hindou et justement d'avoir une religion hindoue, parce que hindou, c'est une religion aussi. Et il fait partie de ceux qui sont pour expulser les sans-papiers vivant en Angleterre, au Rwanda, et ceux qui importent la nationalité de ces gens-là. C'est-à-dire un Ivoirien qui se retrouve en Angleterre, qui n'a pas de papier, peut être expulsé au Rwanda. Et il est pour cette politique-là, lui. Et les Rwandais, on dit, sont prêts à les recevoir, quoi. Je ne sais pas. Oui, je voulais aussi ajouter qu'il a quand même une histoire africaine.
puisque sa famille est arrivée en Au 1930 au Kenya. Ouais. Et c'est du Kenya que sa famille a émigré donc, vers, Ses grands-parents. vers l'Angleterre. Donc il a quelque chose de l'Afrique en lui aussi. Mais en attendant, il est prêt à expulser les Africains au Kenya. Au Rwanda, pardon. Oui, mais il est le Premier ministre de l'Angleterre, pas le Premier ministre de l'Afrique. Oui, mais ça Ouais. s'est produit Mais avec oui, Barack bon. Obama. C'est ce que j'allais dire. Voilà, de nombreuses personnes imaginaient Donc que... pas de fausses espérances. quoi. Voilà, c'est ça. Moi, généralement, quand quelqu'un on dit oui, il est noir, il est de tel, je ne crois pas parce que je dis. Non, sérieusement, j'y crois pas parce que j'estime que sa culture, c'est là-bas. C'est Non, pas non, mais chez nous. on peut imaginer, permettez-moi d'imaginer aussi le fait que lui-même issu de l'immigration, il pourrait être un tout petit peu plus indulgent concernant donc les politiques. C'est ce qu'on pourrait imaginer. Mais tu Voilà. sais que les Noirs aux États-Unis, Ben, on l'a vu ils ont avec Manuel déchanté. Valls C'est en quand Barack, France. c'est quand Barack était là que les Noirs aux États-Unis ont le plus déchanté. Oui. Tant que les droits de l'homme sont respectés. Bon. Après, bon, on ne va pas aller au-delà de la loi. Hein. Je veux dire, quand tu es dans un pays, évidemment, il faudrait être régularisé. En fait, Donc, c'est si ça. tu ne l'es pas, évidemment, on te En met fait, il y a dehors. des choses qui sont pars au évidentes. Rwanda. Il faut arrêter d'imaginer aussi qu'on peut se rendre dans un pays sans papier, Bah on voilà. peut faire ce qu'on C'est ça, veut, c'est évident, juste mais- parce que C'est ça. le monsieur à la tête de ce pays est quelqu'un noir. qui est originaire de mon continent. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte un tout petit peu de ce genre de... Bah, surtout qu'il c'est vient ça. de l'Inde, donc. Il vient pas du Congo. C'est par hasard, exactement quoi. de tout ça que le ministre des Affaires étrangères malien parlait tout à l'heure. Juste pour faire un rappel. C'est de tout ça qu'il parle. Merci pour le rappel, Élisée. Très bien. Bon. Alors, quelqu'un avait dit sur le plateau que c'était le tout premier ministre journaliste au Burkina. Non, j'ai Non, plus on le l'a nom. pas dit, on dit qu'il est journaliste. Il est journaliste, très bien. Kevin, avec vous, on évoque la situation des réseaux sociaux. Avec Exactement. un parcours inspirant. C'est ça. Vous avez été séduit par le parcours de qui? Ce soir, je vous parle d'un jeune homme qui est devenu un symbole de résilience et de bravoure. Il s'agit de Mehdi Dibra, c'est un Français de 26 ans d'origine algérienne. Aujourd'hui, il cumule plus d'1 million d'abonnés sur son compte TikTok et près de 700 000 fidèles sur Instagram. Vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, merci. Oui, je vous en prie. Merci, merci pour cette relance totalement spontanée. J'imagine. Voilà, pourquoi un tel engouement autour de la personne de Mehdi? Enfin, je vais vous expliquer. Il a ébloui, fasciné les internautes en faisant le voyage de la France à l'Algérie à pied. Voilà, il a réalisé ce voyage, ce périple. Il a relié Paris-Alger avec ses jambes. 4200 km parcourus à pied, et ce, en 5 mois seulement. Il a filmé chaque étape de son voyage. Son périple a été partagé sur ses réseaux sociaux et sur ses comptes TikTok et Instagram. Les internautes se sont tout de suite pris d'admiration pour lui et d'empathie également, si bien que son nombre d'abonnés a grimpé de façon faramineuse en un laps de temps. On regarde. Ça fait officiellement plus de 100 jours que je marche en direction de l'Algérie. Et au bout de 101 jours d'aventure, ce que je vois en face de moi, c'est magnifique. Voilà, ça c'est la côte que je vais faire demain. Et juste là, il y a la Sicile. Enfin. Et donc vous savez déjà, juste après la Sicile, c'est la Tunisie. Ok. Vous vous demandez sûrement pourquoi il a décidé de faire ça, pourquoi Oui, il c'est quoi s'est empêtré l'intérêt? dans ce... Voilà, c'est quoi C'est quoi l'intérêt? l'intérêt? Merci pour cette relance. C'est totalement spontané. Bon, le jeune Globetrotter, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, voilà, il a perdu son père en décembre 2021. Il a compris donc que la vie tenait qu'à un fil, malheureusement. Donc Mehdi a décidé de se lancer dans cette aventure en hommage à son père décédé. C'était aussi pour lui une sorte d'exutoire, voilà, pour pallier à son deuil. Mais c'est surtout un moyen de récolter de l'argent pour imputer cet argent dans des associations. Et avant son voyage, il a ouvert une cagnotte qu'il a présentée à ses abonnés. Et dites-vous qu'il a récolté 56 000 € en 5 mois seulement. C'est-à-dire les gens qui regardaient ses réseaux sociaux, voilà, quand ils étaient totalement éblouis par ce qu'il faisait, ils injectaient de l'argent dans la cagnotte, 56 000 €. Et il a pris cet argent pour justement construire pas des jarres d'eau, mais des... comment ça s'appelle? De Fontaine. Des fontaines d'eau. Voilà, au Niger, il a fait une distribution alimentaire en Tunisie et là maintenant il va faire une distribution alimentaire en Algérie. Très bien. Voilà, avec cet argent. Et c'est pas tout, il est finalement arrivé à Alger. On regarde. Ça va? Comment ça va? Ça va? Hein? Non, Raph, t'as eu peur pour moi? Non, non, ça va.
Là, Eh bien, il était avec son grand-père. avec Son son grand-père qui l'attendait avec une impatience, mais surtout avec une angoisse folle, vous vous doutez bien, parce qu'il Moi- voyait son petit-fils. Moi, c'est bien, c'est très bien ce que vous nous présentez là. Donc, bravo à Mehdi. Vous avez dit c'est très inspirant. J'ai juste mal. Il y a une chose. Boklay. Quoi, Boklay? Vous ne connaissez pas Boklay? Non, c'est quoi? Boklay a entrepris ici, en Côte d'Ivoire, une marche pour la paix. Il devait parcourir l'ensemble du pays à pied. Mais il n'a rien récolté, le pauvre. Bah, Mais comment il s'y est pris? Comme il s'y est pris, non, il n'a juste pas pensé peut-être à mettre ça sur TikTok. exactement. Peut-être Et qu'il n'y sur avait pas Instagram. TikTok en ce Mais moment. vraiment. Mais c'est clair que si tu es tout seul, que tu marches tout seul, on va pas te donner de Non, il a l'argent comme commencé, ça. il s'est lancé dans une caravane. Il a dit, je crois qu'il a eu des difficultés dans certaines villes même d'ailleurs. Mais après, c'est bon. Non, mais là, en l'occurrence, C'est ça a bien l'importance marché des parce réseaux que c'était sociaux. devenu justement un scénario que les gens pouvaient suivre Oui, comme ça. mais j'ai de vu bout en également bout. qu'il y a Juvenal, donc un jeune Ivoirien, qui avait un challenge sur TikTok. Il avait décidé de vivre avec 45 000... Qui a bien marché aussi sur Oui, qui a TikTok. bien marché sur TikTok en un mois. En un mois, ouais. Bon, pour expliquer qu'il y a certaines personnes qui vivaient avec un revenu assez... Il allait essayer de vivre un mois avec 45 000, mais bon. C'était Non, chaud. il a tenu, moi j'ai suivi ce qu'il a fait, il a tenu les un mois, c'était assez difficile, hein, on le voyait dans les vidéos. Bon, en tout cas, bref, on pourrait comme ça s'imaginer que Mehdi va justement se reposer et arrêter voilà, ce genre marche. d'initiative. Eh bien, c'est mal le connaître. Il y a 4 jours, il a publié en fait une vidéo sur son compte TikTok où il a demandé à ses abonnés de décider de la prochaine destination qu'il pourrait faire à pied. On regarde. Tu vas choisir la prochaine destination à pied. Paris-Alger, c'est fini. 157 jours de marche, c'était une aventure de ouf. Et cette fois, c'est toi qui vas choisir la prochaine destination que je vais faire à pied. J'irai faire un petit tour dans les pays qui ressortent le plus de fois en commentaire. Plus d'infos en description. Juste comme ça, quel pourrait être, pour vous, le pays qui est ressorti le plus? Alger, Bamako, peut-être. Non, Alger, La la Mecque. Mecque. Alors, Je ne sais là, pas comment il va faire ça. Alger, la Mecque, ouais. Repartir dans l'autre sens. À l'Arabie Saoudite, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, À pied à pied, oui. Mais moi, en fait, ce qui me plaît, en fait, c'est que j'ai vu des reportages au début, quand il a commencé. En fait, il y avait beaucoup d'élan de solidarité. Quand il marchait, les gens lui donnaient et de l'eau et un coin pour Ouais, manger. parce que les gens le reconnaissaient dans Mais la quand rue. les gens le reconnaissaient, on lui donnait vraiment la solidarité autour de lui, c'était très bien. Et j'ai vraiment aimé ça. Moi, ce que je veux dire, ce que je relève, hein, c'est qu'en plus de l'effort, du challenge et tout ça, puisque c'est vous qui en parlez, c'est aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est 56 000 euros quand même. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un Mobiliser. pactole. Donc, Très bien. Donc, alors les amis, j'ai décidé, vu que Kevin Aubin est un fan de cet espace, eh bien Kevin Aubin, vous ferez la Riviera à Yopougon aujourd'hui avec vos potes des réseaux sociaux. alors là, pas du tout. Parce que je sais que même 2000 mes abonnés vont pas cotiser. Donc, Ah là là, on aurait pu avoir de l'argent. On marque une courte pause et derrière, il y a notre grande actu, eh bien, qui évoquera la situation du cacao et surtout ce boycott de la Côte d'Ivoire. Donc, à la dernière World Cocoa Foundation, on en parle tout à l'heure. Isabelle est très prête. Elle va dire des choses. À tout de suite. Beaucoup de choses. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Merci d'être toujours avec nous. Merci de nous regarder sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Merci d'avoir toujours autant de mots d'amour pour nos différents chroniqueurs. Les gens disent des choses, des choses adorables. C'est vrai? Oui, des choses adorables. Isabelle, même, on ne sait pas ce qu'elle dit. Brice, arrête de jouer les équilibristes. Oh, c'est Daouda encore. C'est de l'amour, tout ça. C'est comme ça qu'on prend les choses. Voilà. Malgré tout, on vous aime. Voilà. Toujours. Bon, les amis, juste avant la capsule, hey, la loi c'est la loi, ben, j'ai décidé, je vous avais promis que je vais vous ramener. Daouda, j'ai décidé de vous ramener, donc j'ai eu le temps de la pub pour vous ramener la chemise. Mais elle est belle. Ouais, c'est du Daouda. Tout J'espère que ça ne va pas devenir boubou sur moi. Hein. Aïe, on te fait cadeau, tu te fasses. tu vois le degré de ton ingratitude. Non, tu sais qu'en fait, de nature, je suis ingrat. Je l'assume. Ah, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, Ça, regarde, vous avez une chemise comme ça? C'est très beau. oui. Tu sais ce que j'aimerais dire? Chez nous, quand on te fait un cadeau, tu ne dis pas merci directement. Cher grand frère, est-ce que tu peux le dire merci pour la chemise? Oui, merci. Le voilà habillé pour l'hiver. Oui. Je serai très au chaud. Merci encore, Brice. Non, ça va, c'est rien. Je fais comme ça des cadeaux régulièrement à mes chers chroniqueurs sur le plateau. Je me suis assigné cette mission et vous allez avoir tout ça sur TikTok bientôt. J'essaie de recueillir des fonds. Une cagnotte pour offrir des cadeaux. Je vais lever une cagnotte pour offrir des cadeaux à mes chroniqueurs parce qu'ils établissent un travail formidable sur le plateau. Donc, dès demain, merci les amis, merci. Donc, je vais C'est ce que commencer j'aime. par...
Tu sais ce que j'aime, c'est Oui. entre nous. Oui, alors, Bon, voilà. ça s'en va être rapide. Non, mais moi, je n'ai pas encore eu de cadeau. Si je ne vais pas me balader, peut-être que... Hein? Très bien. La loi, C'est la loi. On est parti. Hey, petit, la première chaussure. Allô? C'est toi qui as pris mes chaussures, non? Alors, arrête de mentir, vois mes chaussures ici. Voleur. L'article 457 du Code pénal ivoirien nous fait comprendre: quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas commet un vol. Lorsqu'on parle de soustrait, ça veut dire tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi. Parlons de frauduleusement. Le législateur ivoirien paresseux n'a pas mis l'accent dessus. Mais la jurisprudence, elle, ne s'est pas tue. La jurisprudence, c'est quoi? La jurisprudence, c'est un ensemble de décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Elle nous fait comprendre que le caractère frauduleux se manifeste par l'intention de prendre la chose. En cas de vol, tu as exposé une peine allant de 5 ans à 10 ans. C'est pas fini. Avec une amende de 300 000 à 3 millions. Ça fait beaucoup, hein? On t'a pas donné, tu prends. Tu es un voleur. Mais c'est pas tous ceux qui volent qu'on appelle voleurs, hein? Il y a ce qu'on appelle l'immunité familiale. Tu connais? Ça veut dire ton fils, ta femme peuvent te voler. Et puis ça ne va pas quelque part. Nulle part. Mais si ton fils te vole, ça n'exclut pas le fait qu'on peut régler sans famille. Ça, c'est pas faux, c'est très bien dit, c'est ça. Oui, ça c'est Daouda. J'étais sûr que vous allez être partisan. Non, c'est pas bien dit, Non, franchement. vous êtes bien? Non, il faudrait totalement se Bannir mettre la vent violence, debout contre la violence, justement. Oui, mais il faut. Vous savez, je lisais quelque part. faut je se lisais mettre vraiment quelque part il y a debout contre pas le longtemps, vol aussi. Que très bientôt, en France, je suis sûr qu'on aura du mal à l'appliquer, va dans ta chambre sera considéré donc comme une punition qui est interdite. On ne doit plus dire à un enfant, file dans ta chambre. N'importe quoi. Parce que l'enfant même a une chambre. Chez nous, on dit, on va dire quoi? Nous, on dit va dormir. Il n'y a même pas de chambre même. Non, où tu trouves, tu dors, va dormir. Voilà, va dormir. Ici. Bon, on a bien noté, hein, et c'est la loi, c'est tous les mercredis. Voilà. Les amis, je vais me tourner vers Isabelle pour la suite. Isabelle, vous allez avec, en tout cas avec vous, on va évoquer la World Cookery Foundation. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors la World Cocoa Foundation est une organisation internationale à but non lucratif dont la vision est d'avoir un secteur mondial du cacao prospère et durable où les agriculteurs sont respectés et les communautés sont autonomes. En définitive, toutes les initiatives de cette organisation visent à avoir un environnement sain, durable et prospère. Et justement, vous avez fini la définition? Non, j'ai... Terminé. Bon, vas-y. Alors justement, je voulais dire que cette fondation, parce qu'après, qui veut en savoir plus peut taper World Cacao Foundation, Ouais. mais je veux dire, particularité de cette fondation-là, eh bien, il y a elle dénonce des choses concernant le prix du cacao. Oui, alors pour enchaîner avec mes propos de tout à l'heure, donc toutes les actions menées donc par cette organisation visent à profiter donc aux agriculteurs et à leurs communautés dans les régions productrices de cacao d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique. Les membres de cette organisation sont les fabricants de cacao et de chocolat, les transformateurs, les gestionnaires de toute la chaîne de valeur et des entreprises de cacao dans le monde représentant plus de 80% du marché mondial de ce secteur-là. Et sur les 5 prochaines années, l'organisation vise donc 3 résultats clés qui sont donc l'augmentation des revenus des agriculteurs, la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre le travail forcé, la déforestation dans la chaîne de valeur d'approvisionnement. Très bien. Du Petite cacao. précision donc, concernant cette fondation-là, c'est là-bas justement que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont dénoncé. Exactement. Il y a même ça va aller jusqu'au boycott. C'est ça, tout à Très fait. bien. Donc cette Ok. année, Petite précision et c'est fait. Cette année à Bruxelles, dès aujourd'hui et ce jusqu'à demain, 27 octobre, donc se tient donc la réunion de la World Cocoa Foundation et la Côte d'Ivoire et le Ghana n'y participent pas. Pourquoi? Alors tout simplement, c'est dû à un différend donc, sur le prix des contrats de la campagne 2023-2024. Il faut savoir qu'en 1970, les agriculteurs avaient 50%
50%, donc ils gagnaient 50% de la valeur d'une barre de chocolat. En 1980, les agriculteurs gagnaient 16% des barres de chocolat et cette année, en fait, ils ne gagnent que moins de 6% de la valeur d'une barre de chocolat. Autour de cette table, la Côte d'Ivoire, le Ghana tape du point de la table, réaction? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que même les syndicats des différents pays, des deux pays, ont applaudi des deux mains ce boycott de la Côte d'Ivoire et du Ghana. On ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui font pratiquement à eux 65% du cacao mondial, que c'est d'autres personnes qui vont nous fixer le prix en étant assis chez eux. Et je pense que dans leur communiqué, ils ont même dit que le prix du lait a augmenté, le sucre a augmenté, des intrants qui font partie en fait de la fabrication du cacao. Du chocolat. Du chocolat justement. Mais comment se fait-il que la matière première même, le cacao, la fève de cacao, n'augmente pas? C'est pas sérieux, c'est pas cohérent et c'est pas honnête. Et la semaine dernière, on parlait ici avec Alain et les autres de la grève des cacaoculteurs qui faisaient le tout, où ils disaient à leurs camarades syndiqués qu'il ne fallait pas vendre le cacao à bas prix. Et je pense que c'est une très bonne chose de l'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Élisée, Ariana, moi je pense que c'était prévisible. Et c'est une très bonne chose. Une forme de révolte. Oui, pour une fois quand même que nous avons la possibilité de taper du poing sur la table à une grande réunion et même de boycotter, je crois que c'est quelque chose à applaudir. Surtout encore que c'est pour des raisons qui, à mon sens, sont des raisons très justes, justifiées. Si on trouve des circonstances atténuantes aux producteurs de lait pour acheter leur lait à des prix exorbitants, on trouve des circonstances atténuantes pour acheter du sucre à des producteurs de sucre à des prix exorbitants, mais pourquoi c'est les producteurs de cacao qui, eux, doivent faire l'effort supplémentaire? Eux, accepter qu'on rabaisse leurs revenus pour faire profiter les autres. Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est une situation pour moi qui est dantesque, qui est inacceptable, inadmissible. Très bien. Voilà. Non, c'est une situation qui est à saluer, notamment pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, qui me concerne beaucoup plus directement, quand on sait les situations auxquelles sont confrontés les planteurs, les agriculteurs, etc. Donc c'est très bien de voir le pays prendre à bras le corps ce problème, partir en défense justement de ses propres droits, parce que finalement c'est notre cacao, c'est nous qui vendons, et finalement c'est nous qui devons donner nos termes et nos conditions de vente. Et par la World Cocoa Foundation. Bon, moi, je vais aller à contre-courant de tout ce qui a été dit. Je comprends le message fort que la Côte d'Ivoire et le Ghana veulent faire passer en boudant cette réunion qui va se tenir à Bruxelles. Mais est-ce que c'est une décision qui aura l'effet escompté? Est-ce que justement, il n'y aura pas un effet boomerang? Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux leaders en matière de production de cacao. Je pense qu'en tant que leader, ils auraient dû débarquer à cette réunion-là et puis taper du poing de la table. Encore une fois, je sais qu'on me dira, ils l'ont fait maintes et maintes fois. Mais le faire encore que la politique de la chaise vide, c'est pas ce qui va résoudre le problème. Exactement, le faire encore jusqu'à ce que justement leur voix soit prise au sérieux, qu'on se dise vraiment c'est les deux producteurs les plus conséquents de ce secteur-là. Il ne faudrait pas qu'ils soient lésés. Voilà, je ne suis pas certain en fait que ce soit la solution idoine que de rester dans son coin et de renfrogner comme un enfant. Non, mais est-ce que vous pensez que cette réunion, importante réunion, peut se faire sans deux acteurs majeurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana? C'est pour ça que je parle d'effet boomerang. Je pense que la réunion va quand même se tenir, même s'il décide de la boycotter, de ne pas y aller. Non, mais ce que peut-être Kevin doit savoir, ce n'est pas des caprices de deux pays qui estiment. Non. Ou bien. Non, attends, je viens. Non, mais je viens. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas caprice. Voilà, j'ai pas dit qu'il a dit que c'est des caprices. Je veux juste dire que ce n'est pas des caprices pour les pays producteurs de prendre telle décision. Et puis cette réunion-là, elle a eu des réunions préparatoires. Il y a eu des comités de travail en amont avant ça. Et là, déjà, les pays avaient commencé à marquer leur mécontentement. Et avaient même menacé. Ce n'est pas un truc qui est venu subitement. Ils avaient même dit qu'ils n'allaient pas être présents. Et ils avaient dit pourquoi ils n'allaient pas être présents. Parce qu'ils ont déjà le thème de travail, dans le thème de référence du travail et autres. Ils ont estimé que ce n'est pas normal. Et je crois que c'est le droit de la Côte d'Ivoire et du Ghana de pouvoir prendre une telle décision. Aujourd'hui, peut-être, s'ils veulent qu'ils prennent leur décision, nous, on est producteurs de cacao, c'est vrai, on n'est pas consommateurs. C'est eux qui sont les consommateurs. Mais bon, chacun va garder sa production. Ça va nous peser peut-être, mais on verra ce que ça va donner par la suite. Ce que Kevin voulait dire, c'est que vous avez parlé de droit. Oui, vous êtes tous les deux d'accord. On est d'accord pour dire que c'est leur droit. Évidemment. Maintenant, peut-être lui s'interroge sur la méthode de boycott. Parce que, évidemment que je suis d'accord. Bon, mais juste en deux phrases, évidemment que je suis d'accord pour que justement les producteurs de cacao et donc la Côte d'Ivoire et le Ghana soient logés à une enseigne totalement appréciable. Mais est-ce que ne pas y aller, c'est la solution? C'est vraiment la question que je me pose. Écoutez, on ne sort pas encore de cette affaire-là. Je vais encore parler du président Houphouët,
qui dénonçait l'inégalité, l'inéquité dans les termes de l'échange ou des échanges avec les grands pays. Le problème, c'est que cette affaire-là, il faut être prudent. Tant que nous ne développerons pas un marché sous-régional puissant ou même continental puissant, on sera toujours soumis au diktat ou au chantage de ces multinationales. Voilà, des multinationales. La CEDEAO, ce sont quand même 350 millions de personnes. Donc, il faut que nous travaillions avec nos voisins, que nous développons l'industrie chocolatière, etc. Et là, déjà, vous savez la coopération avec le Ghana, quand même. Oui, l'étroite collaboration. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant vendre. Transformer ici. Voilà, consommer ici, transformer et vendre ici. Très bien. Parce que du jour au lendemain... On est dans cette dynamique, Alain. On est vraiment dans cette dynamique. Oui, mais attendez, il y a juste un point. Du jour au lendemain, ces Occidentaux ou ces industriels peuvent décider de remplacer le chocolat par des substances chimiques. C'est juste le goût, finalement. Il faut faire extrêmement attention. Très bien. Les amis, on va marquer une courte pause. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite du Grand Talk. S'il y a certainement des pistes de solutions pendant la pub, on aura l'occasion de les évoquer. Et sinon, on aura d'autres sujets à aborder dans notre Grand Talk ce soir. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Il se passe des choses pendant la pub, ça je peux vous assurer. Beaucoup de choses se passent pendant la pub. Bon, alors les amis, il faut rappeler que la réunion, la fameuse réunion de notre Foundation Cocoa World Cocoa Foundation se tient déjà à partir de demain. C'est en Côte d'Ivoire, le Ghana. Ça a démarré aujourd'hui, c'est le 26 au 27. Le 26 au 27. Le 26 aujourd'hui. Oui. Très bien. Aujourd'hui, ah ouais, je pensais qu'on était le 25. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il se tient. Donc, même s'ils ont fini les conclusions, on va voir quel impact. C'est ça. Bon, on a changé de sujet. Ça, c'est un autre débat. J'espère qu'il n'y aura pas de conclusion. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne sont pas là. Non, mais il y aura forcément. Non, il peut y avoir des conclusions. Peut-être que les conclusions seront à la faveur de la Côte parce d'Ivoire. que ces industriels-là nous cherchent depuis longtemps. Depuis 25 ans, on a sur la table le dossier des enfants qui travailleraient dans les champs de cacao et autres. Donc, ils ont toujours quelque chose à nous opposer. Ils se plaignent, mais ils achètent toujours. Plus d'un tout dans leur sac. Oui, mais pendant combien de temps? Soyons prudents. Développons les marchés sous-régionaux, vendons nos produits au Cameroun, à l'Afrique du Sud. Finalement, on va revenir à ce que nous proposait donc Kevin Aubin pour dire faisons attention, parce qu'il ne suffit pas juste de boycotter, mais il faut qu'on aille à d'autres. Imaginons plan B. C'est quoi un plan B? Je pense que c'est un mécanisme. Ça commence par le boycott. Très bien. On fait le boycott. S'il n'y en a pas eu de solution, on va une autre. Pendant qu'on est en train de chercher des solutions, il faut qu'on trouve d'autres solutions. On parle quand même de deux gouvernements. Donc je pense qu'ils ont quand même mesuré ce que pourrait peser cette initiative ou ce boycott. Il parlait tout à l'heure de taper du poing, mais je pense qu'on essaie assez de le faire. On est dans une saison où on parle de panafricanisme, de s'imposer. On a deux exemples de pays qui s'imposent pour le coup, qui s'imposent pour leurs intérêts. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens de nos politiques? Ça reste à voir. D'où le plan B. J'espère que ces gouvernements se sont préparés aux conséquences de ce boycott, c'est tout. Sinon... Parce qu'après tout, le paysan, si vous stockez le cacao chez lui qui n'a pas son argent, à un moment donné, il va finir par mal réagir. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est un dossier politique, il n'est pas seulement qu'économique. Non, moi, je partage votre avis, mais comme je le dis très souvent, on ne peut pas aussi faire des omelettes sans casser les œufs. Souvent, c'est difficile. C'est peut-être le sacrifice par lequel aussi il faut qu'on passe pour que cette manière de fonctionner la change. Peut-être que c'est aussi ça. Ça va être peut-être douloureux. Ça va même nous amener peut-être à faire des sacrifices ou bien à faire des relances budgétaires. C'est aussi une possibilité. Ça devrait même surtout, et je crois que c'est ce que les autres disent, ça devrait même surtout nous amener à imaginer d'autres. C'est ça, exactement. Voilà. Donc on dit la même chose. Bon les amis, on va évoquer la grande polémique à présent. Et c'est le péage de Bessam, 500 véhicules par jour au lieu des 30 000 attendus. Ça vous étonne? Une vraie catastrophe industrielle. Ça vous étonne les amis? Non, pas du tout. Pourquoi? Il me semble que les prix d'un péage sont fixés en fonction du coût de la construction de ce péage. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Et bon, moi, franchement, j'ai l'impression que les Ivoiriens, désormais, aiment se plaindre pour tout et de tout. Voilà. C'est une voie à péage, quoi. Si le prix te sidère ou te dérange, tu prends une autre voie, tout simplement. C'est tout. Ce péage a coûté 23 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Donc, il y a un adage qui dit, l'argent qui sort, quand ça ne rentre pas, ça finit. Donc, le problème ici, c'est que le calcul est mal fait. Parce que quand tu investis 23 milliards et que dans tes statistiques, tu espères avoir 10 000 véhicules ou 30 000 véhicules par jour pour amorcer ça sur peut-être 5 ans et que tu as 500 véhicules, mais je pense qu'il faut réadapter les choses. Ça, c'est un autre débat. Il s'explique et vous allez... C'est un autre débat.
le débat, c'est sur le coût du péage. C'est ce que je dis. Donc, moi, je dis que l'État a le droit de fixer son coût, tout simplement. Après, justement, les usagers ont aussi le droit de ne pas y aller. C'est pour ça qu'on se retrouve à 500 véhicules aujourd'hui par jour. Donc, voilà. Voilà, mais moi, je peux relancer 15 secondes et je... D'accord, 15 secondes. Je vais dire une chose. Le péage tel qu'il est fait, et l'État en le finançant, dans son objectif, c'est de pouvoir poursuivre les infrastructures, de pouvoir rentabiliser. Et l'État l'a construit avec l'argent du contribuable, avec nos impôts. Donc, nous tous là, on est censés bénéficier des retombées de ce péage-là d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Si aujourd'hui, j'estime par rapport au trafic, qui était censé être de 10 000, que je suis à 500 véhicules par jour, mais je suis en train de voir que notre investissement est en train de prendre un coup de façon sérieuse. Et c'est mon droit de pouvoir interpeller l'État, mais pourquoi ne pas peut-être réduire et amorcer ça, au lieu de sur 5 ans, l'amorcer peut-être sur 10 ans, mais au moins permettre que ce pourquoi l'infrastructure a été faite là puisse avoir lieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est juste une question de attention, c'est une question de stratégie. Voilà, de stratégie, en fait. Alors, on a eu déjà la première problématique qui s'est posée dès l'ouverture de ce péage. C'était sur le montant. Et là, c'était plus axé donc, sur les populations qui sont dans ces zones-là. De l'ouvrage lui-même. Oui, mais au-delà de ça, quand ils ont fixé les prix, il y a commencé à avoir pas mal de polémiques sur les différents montants qui ne convenaient à personne. Effectivement, on a le droit de choisir. Mais finalement, là, la deuxième problématique vient confirmer la mauvaise étude qui est faite et dans la fixation des prix, mais aujourd'hui, et dans la volonté de persister dans ces prix-là. Parce que c'est aujourd'hui le même État qui prend les pots cassés. Quand on attend 30 000 véhicules par jour et qu'on se retrouve avec 500, justement parce que d'autres ont décidé de ne pas passer ou ne peuvent tout simplement pas passer parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais finalement, il y a un réel problème en termes de calcul économique même. C'est-à-dire que là, ils se retrouvent à une phase où, s'ils ne baissent pas les prix, ben, ils vont mettre je ne sais pas combien d'années à se rembourser à eux-mêmes cet investissement et malheureusement, comme Élisée le dit, qui est fait avec l'argent du contribuable. Alors, oui, tout à l'heure je disais, c'est une vraie catastrophe, mais c'est le résultat d'une forme d'impréparation. Je pense que si les études avaient été menées avec, je sais pas, d'autres intentions, ce péage n'aurait pas dû se trouver là où il est. D'abord à la sortie de la ville de Bassam. Et ensuite, l'étude de marché, le prix. Voilà. Et ce n'est pas un projet qui est... On a évoqué le chiffre, on a évoqué 500, mais c'est la moyenne, attention. Il y a des mois, c'est 1000, attention. Oui, mais même... c'est la moyenne. Mais sur 10 000. Sur la moyenne par jour, attention. Oui, mais donc sur 30 000 attendus. Il y a un gap. Je précisais juste que c'est la moyenne. 500, c'est la moyenne, donc ça veut dire qu'on peut même avoir des jours où c'est 200 véhicules qui passent. Il y a des jours, c'est 1000 aussi. Ou 1000. Bon, donc, dans tous les cas, on est bien loin des 10 000 ou des 15 000. 30 000. On est loin. En tout cas, il y a une nuance il y a une différence entre ce qu'on cherchait, ce qui était attendu et ce qu'on constate. Je pense qu'il serait temps que le gouvernement prenne une décision parce qu'on ne peut pas laisser des infrastructures de cette nature-là pourrir, entre guillemets, et puis croiser les bras en disant, bon, dans tous les cas, le public reviendra tôt ou tard. Je pense qu'au bout de 4, 5, 6 mois d'exploitation, on voit très bien qu'il y a une désaffection totale du public et qu'une décision s'impose. Il faut passer à autre chose. Peut-être même rendre, comme on dit, ce péage gratuit. Voilà. Justement, en fait, à entendre tout le monde. C'est ça, moi je vais dire, bon là c'est bon, on a établi le diagnostic, on a vu, on a constaté, mais qu'est-ce qu'on propose? La gratuité. Je remets monsieur. Tout à l'heure, on parlait... Tout à l'heure, on parlait des devoirs. Bon, je vais me reposer. Voilà, c'est ça. Dans la gratuité, personne n'est d'accord avec nous. Tiens, live radio. Une proposition jugée indécente. Contrairement ici au Togo, il y a des poids lourds qui s'acquittent jusqu'à 5 000 francs sur justement un péage qui a coûté beaucoup moins que celui de Grand Bassam. Donc voilà, donc... Ça c'est là-bas, c'est pas les mêmes... Oui, je compare aussi, hein, parce que tacler comme ça, moi je suis pas pour tacler comme ça. Le poids lui paye combien? 3 500. Non, mais ceux qui se plaignent même, ce ne sont pas les poids lourds, ce sont les personnes qui utilisent cette voie-là tous les jours. Parce que c'est situé dans une zone où les personnes l'empruntent tous les matins pour se rendre à Abidjan et tous les soirs pour revenir sur le Solution, c'est de trouver un prix moyen, notamment 500 francs, qui fonctionne dans la tête de tout le monde. Non, moi, vas-y, Élisée. Bon, moi, je pense qu'on va s'appuyer un peu sur les propositions qui avaient été faites lorsqu'on a annoncé. La plupart des personnes, en tout cas, qui ont eu à réagir sur le péage et qui l'ont estimé assez cher, évoquaient la somme de 500, qui pour elles était vraiment raisonnable et qui s'alignait un peu sur les péages d'Anyama et sur... Donc 500, c'est ça ta solution? Voilà, 500.
Bon, moi, j'aimerais peut-être revenir un peu sur le diagnostic. Parce que tout le monde... J'ai malheureusement plus de temps. Il y a Sharon Camara qui me presse dans l'oreillette. En fait, moi, je suis pas en phase avec le fait que les gens ne passent pas à cause du prix, en fait. Moi, je pense qu'il peut avoir une autre raison qu'on n'a peut-être pas évoquée sur ce plateau. Laquelle? Donc, il y a lieu, non, je ne sais pas, il y a lieu en tout cas de faire un sondage, en tout cas de mener une enquête pour savoir Non, les mais la réelles raison raisons. principale, c'est le prix, c'est ce que tout le monde dit. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du prix, mais est-ce que c'est réellement la seule raison pour laquelle les gens ne passent Vous avez le droit de Si vous- c'est la vous seule avez le voie, droit de si vous c'est la interroger, seule voie Isabelle. qu'on peut Vous avez le droit de vous utiliser, interroger. Daouda, Non, ça va. ça va. Moi, je pense qu'il faut conserver le prix qui est là. Bon, Mais toi, tu avais dit Yopougon, c'est normal. Donc, allez, on te les comprend. amis, voilà ce qu'on va faire. Ah, Alain, on va... Je vais dans ma chambre. Qui se plaît très très bien dans son coin. Ben, On va marquer une magnifique. courte pause. Isabelle. Merci à vous. Allez, pub. Allez. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, les amis, avec beaucoup de plaisir, comme tous les soirs, entre 18h et 20h et 30 minutes, avec nous sur le plateau Kevin Aubin, la magnifique Isabelle Vauvor, le très élégant Alain Toussaint, qui revient du champ, Oui, franchement, c'était passionnant. qui s'est beaucoup amusé donc, dans le coin, mais il est de retour Oh, du j'ai coin. adoré, franchement. Plus souvent, vous avez au coin. Ouais, j'aimerais bien. Hein. Dans le coin. Voilà. J'ai vu un restaurant qui s'appelait Au Coin. On dit, tiens, où je suis au coin? Rayana, bonsoir, ça va mieux? Bonsoir, oui. Ça va. On s'est salué depuis. Oui, Rayana, elle a des perles hein, concernant Internet, elle va nous les lire tout à l'heure. Élisée Bolougbe, ça se passe bien? Ça va. Vous avez refermé le bouton de la veste? Oui. Trop fatigué de Non, la mais réajuster? je vais l'ouvrir après. Ça va, c'est Daouda, ça va? Vous avez bu votre café? Oui, et j'en veux encore même. Mais ça va, on n'est pas au bistrot. hein. En fait, c'est pas parce que tu ne bois pas de café que tu Mais vas bon, mais empêcher comment ceux vous qui demander aiment. deux? On a une émission de 2 tasses quand même, Daouda. C'est même pas au bistrot, c'est au kiosque. Et nous a rejoint donc sur le plateau du Grand Talk l'honorable Assalé Tumoko, député maire de Tias-Salé. Bonsoir, honorable, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Habitué du plateau aussi. Ouais. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Rayana, vous avez, juste avant qu'on parle avec l'honorable Assalé Tumoko, nous avons quelques perles. Oui, enfin surtout une perle, je pense, qui mérite d'être citée. Tu demandais tout à l'heure, ce serait quoi la solution? Donc certains ont dit 1000 francs, d'autres ont dit 500. On a Moussa Silla qui a proposé la gratuité, qui a dit la gratuité est petit, ceux mêmes qui vont passer devront être payés. Donc je pense que c'est une solution qui va faire plaisir en tout cas aux Ivoiriens. Allez, le gars qui va payer, quand tu passes temps la main, il va arrêter. Bon, en tout cas, mais c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on se pose des questions. Et à cet effet-là, donc, on voudrait inviter hein, sur notre plateau les responsables du FER, pourquoi pas. Non, le ministre des Ou Infrastructures. même le ministre des Pour Infrastructures. faire le point. Voilà, pour faire Sur le point. Biancouma, sur le péage et puis Voilà. sur les infrastructures Alors, qui sont en cours dans le pays. Justement, j'ai un député de la Nation avec nous sur le plateau. Belle Honorable, transition, hein. votre regard, votre point de vue sur la question du péage en ce moment. Donc, pour faire un petit point, sur près de 30 000 véhicules attendus par jour, la moyenne aujourd'hui autour de 500. On est bien loin de ce qu'on attendait. Oui, parfaitement. Sur le principe du péage, je suis un partisan du péage. Parce que j'estime que dans un pays, tu veux avoir des routes en bon état. Il faut des systèmes de péage qui permettent d'entretenir les voies. Après, il faut savoir à quel niveau met le péage et quelles sont les modalités de paiement, quels sont les montants qu'on paye en fonction de la capacité financière des populations. Donc ce débat, ce niveau-là peut se faire. Et c'est au gouvernement de voir et de comprendre que le pouvoir d'achat des populations n'est peut-être pas fort et que par conséquent, il faut adapter le pouvoir d'achat au péage. Là-dessus, il n'y a pas une position officielle à avoir, mais je pense qu'il faut travailler sur le prix pour qu'il soit conforme au niveau de vie des populations. Alors, je vais juste relancer monsieur le député sur le péage. À son ouverture, il y a eu pas mal de polémiques sur le coût réel de cette infrastructure, maintenant sur les tarifs. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale ne devrait-elle pas se saisir de la question, notamment la Commission des affaires économiques? À titre personnel, je ne pense pas que ce soit un débat qui puisse faire l'objet d'une saisine du Parlement. Parce qu'il y a quand même un gouvernement qui travaille dans notre pays. Ce n'est pas sur tous les sujets que le Parlement doit intervenir. Mais vous avez une obligation de contrôle aussi de l'action du gouvernement. Justement, mais on n'est qu'à la phase de lancement du projet. Si des Ivoiriens estiment que le coût est important et que par conséquent le gouvernement devrait intervenir, c'est au gouvernement de réagir par rapport à ça. Mais lorsque vous voyez par exemple le désaveu évident avec seulement 500 véhicules sur les 30 000 attendus, est-ce que cela n'incite pas le député que vous êtes à aller demander peut-être des explications au gouvernement? Non, moi je n'ai pas d'explication à demander au gouvernement. Je constate que le résultat attendu n'est pas atteint et que par conséquent le gouvernement doit pouvoir ajuster
Donc c'est à eux de prendre leur responsabilité. Voilà. Le Parlement joue son rôle, mais ce n'est pas à ce niveau-là que l'on doit intervenir, voilà, je pense. En tout cas, vous êtes sur le plateau ce soir, donc on prenait juste un peu votre avis dans le courant de votre présence sur le plateau. Votre présence sur le plateau, elle est beaucoup plus motivée par ce nouvel article 9 de l'ordonnance du Code électoral. On parle du nouvel article, donc cet article-là qui a été modifié, qu'est-ce qui change? Quel est l'article? Qu'est-ce qui change? On en parle un tout petit peu avec vous. Pouvez-vous nous présenter? Oui, effectivement, il y a un constat que nous faisons, c'est que dans quelques semaines sera lancée l'opération de révision de la liste électorale, du 19 novembre, je crois, au 10 décembre. Et dans les états-majors des partis politiques, tout le monde se met en marche pour préparer cet événement politique. Ce qu'on ne dit pas, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le code électoral a évolué. Vous savez que le code de 2000 avait déterminé les conditions pour être enrôlé sur une liste électorale en Côte d'Ivoire. Et à partir de 2015, ce code a été modifié en Côte d'Ivoire par la loi de 2015, du 2 avril 2015. Ensuite, ce code-là a été de nouveau modifié en 2020. Malheureusement, cette modification n'a pas fait l'objet de communication. Or, dans le nouveau texte qui a été pris par ordonnance par le chef de l'État, il y a que désormais, la transhumance politique en Côte d'Ivoire, j'allais dire électorale, est punie par la loi, de 6 à 12 mois de prison. Alors, en 2015, la boîte de Pandore a été ouverte. C'est-à-dire que la loi disait, l'article 9 notamment disait que tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout citoyen ivoirien peut aller dans n'importe quelle commune, pourvu qu'il ait un parent là-bas, il peut s'inscrire sur la liste électorale. Pourvu qu'il ait un petit commerce là-bas, il peut venir s'inscrire là. Et cet article-là a permis à des partis politiques ou bien à des candidats qui ne contrôlaient pas leur population locale de prendre des camions, de l'argent et d'aller hors de leur département pour aller ramasser des gens pour venir gonfler artificiellement la liste électorale de leur localité. On a découvert souvent que des candidats ont été élus sans avoir une seule voix de leur population qui vit dans la zone, puisque nous convoyons des milliers de personnes à travers le pays. Ça a été une chose qui a été constatée et dénoncée. Moi, en tant que journaliste, j'ai fait des enquêtes dessus. On a pris le cas du plateau, par exemple, où il y a 8 000 habitants avec 96 000 inscrits. C'est un scandale. C'est un scandale immense. Et donc, tout ça a fait que les plaintes des acteurs sont remontées au chef de l'État. Il y a eu le dialogue politique en 2015 et tous les acteurs ont décidé que cet article doit changer. Et donc, ça a été changé. Et maintenant, pour 2019-2022, qui va commencer là, en novembre, là, en octobre, ne peuvent s'inscrire sur la liste électorale d'une zone que ceux qui vivent là depuis au moins 6 mois, avant l'ouverture de l'opération. Si vous n'êtes pas là depuis au moins 6 mois et que d'une manière ou d'une autre, vous venez vous inscrire là, alors que vous n'avez pas de résidence officielle là, vous risquez de 6 à 12 mois de prison et de 500 000 à 5 millions d'amendes. Ce test-là, il n'est pas très connu, alors que beaucoup d'acteurs le savent et sont en train de se préparer à piéger des gens. Il faut qu'on communique dessus pour que les Ivoiriens savent qu'ils risquent beaucoup. S'ils quittent, par exemple, Biankouma pour venir s'enrôler à, je sais pas moi, à Gagnoua, par exemple, ou bien j'étais Korogo pour aller dans notre département, si un acteur politique est là, il est au courant, il vous voit, il peut prouver, vous allez en prison. Et c'est un test qui a de l'intérêt public. N'importe quel citoyen peut se plaindre de ce que son village est envahi par des acteurs qui ne sont pas là depuis des années. Mais est-ce que le problème, finalement, c'était la règle ou est-ce que c'était une défaillance au niveau du contrôle? Je dis tout simplement, quand on était dans l'ancien système, si je viens et que je dis que j'habite par exemple à Cocody, en Gré, est-ce que je ne peux pas prouver par un document mon lieu d'habitation? Je dis par exemple le contrat de bail ou un autre document qui certifierait mon lieu d'habitation. Oui, est-ce qu'il y avait un contrôle à ce niveau? Parce que même si on met 6 mois, je veux dire, on exclut quelqu'un qui a déménagé depuis 3 mois, on exclut quelqu'un, bon, je trouve qu'il y a encore peut-être une faille. Non, en fait, la faille était au niveau de l'article 9 de l'ancien texte, qui disait qu'il suffisait d'avoir des intérêts économiques dans la zone pour être enrôlé là. Il suffisait d'avoir un intérêt social pour être enrôlé là. C'était un bateau, vraiment c'était quelque chose qui était très vague. Et donc ça ouvrait à des pratiques qui étaient vraiment antidémocratiques. Ce que le texte vient corriger, c'est que désormais, si vous êtes sûr que vous allez partir voter dans une localité depuis 6 mois, ou bien il faut que vous ayez une résidence secondaire dans la zone, qu'on peut vérifier, ou bien que vous ayez votre habitation habituelle là. C'est ça qu'il faut vérifier. Comment se fait la vérification? Mais il faut que tu prouves avec un certificat de résidence, que vous délivre le commissaire de la zone, après vérification physique, que vous êtes dans cette zone effectivement. Et ça, si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas voter là.
Voilà le nouveau test. Donc, ensuite, Isabelle et la après, question que, quand vous parlez de certificat de résidence avec vérification, est-ce que techniquement, quand on regarde aujourd'hui notre police qui est en sous-effectif, ils peuvent vérifier tout ça concrètement? Mais c'est aux acteurs politiques de vérifier. Le test est un test d'intérêt public. Vous êtes candidat à une élection dans une localité. C'est à vous de vérifier que vos adversaires sont en train de ramasser les gens à travers le pays pour venir vous battre. Donc c'est à vous de mettre en place les moyens pour contrôler que les gens sont... Parce qu'effectivement, quand vous parlez des acteurs politiques, vous avez parfaitement raison. Ouais. Mais on a aussi vu d'autres acteurs politiques qui ne convoient pas, qui donnent le transport. Le monsieur prend normalement son car, il va dans la région, il va s'inscrire et puis... Oui, mais tout ça ne vous empêche pas, vous, en tant qu'acteur politique de la localité, d'avoir les moyens de vérifier. Dans nos localités, prenez les petites villes de Côte d'Ivoire, presque tout le monde se connaît. Les gens se connaissent. Est-ce que ce que Daouda craint, ce n'est pas qu'on se retrouve avec des personnes qui contestent finalement, celui-là c'est Kevin Aubin, je ne l'ai jamais vu dans mon... Qu'est-ce que ça envoie tout ça crée plus de problèmes que ça n'en... Le texte même dit que lorsqu'on affiche la liste électorale, chaque citoyen ivoirien peut aller contester la présence de tel individu sur sa liste s'il a la preuve qu'il n'est pas dans sa localité. Très bien. C'est très clair dessus. Voilà. Moi, j'ai une préoccupation, c'est deux, disons. La première, c'est que, à supposer qu'il y ait déjà des gens qui ont été convoyés, parce qu'on a fait des élections par le passé, des gens ont été convoyés, et ceux-là se sont inscrits là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, quoique n'habitant pas ce lieu, peuvent aller prendre part aux élections dans cette zone? Puisqu'ils sont déjà inscrits là-bas, en fait. Oui, mais ça, c'est quelque chose à vérifier. La loi, en principe, n'est pas rétroactive. Si vous êtes déjà inscrit sur l'ancienne liste électorale et que votre nom est toujours sur la liste électorale, c'est un droit acquis. Donc, au moment où vous le faisiez, c'était légal. Donc, vous êtes sur cette liste-là. D'accord. Deuxième question. La seconde question, c'est vrai que là, vous avez parlé un peu des peines qu'encourt éventuellement quelqu'un qui se porterait acteur de cette faute-là. Mais et le candidat pour qui on le fait? Oui, mais il faut avoir la preuve que c'est le candidat qui le fait. Voilà, si vous avez la preuve pour qui on le fait? Comment? Oui, c'est ça. C'est le candidat pour qui on le fait. Oui, si moi je quitte Biancouma ou Goïtafla pour venir voler à Divo et que c'est Daouda qui m'envoie, il est un complice. C'est un complice. Mais quelle est la peine? Parce qu'on connaît la peine. C'est 6 à 12 mois de prison. On connaît la peine de celui qui aura fraudé, mais celui qui l'envoie. Mais le co-auteur et le complice ont tous la même peine. Ok, d'accord. Isabelle, vous avez la parole. Non, en fait, Élisée a posé ma question. C'était de savoir la rétroactivité de la loi. C'est ce qui arrive quand tu poses deux questions en même temps. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, en fait... Je vais lire le texte pour que vous voyez de quoi il s'agit. Le texte dit « Quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions, ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. C'est très clair. Ce que moi j'aimerais juste vous poser comme question après avoir lu cela, est-ce qu'aujourd'hui le fait que l'honorable Assalé Tchemoko fasse de cette loi son cheval de bataille, c'est parce que vous avez un peu peur pour la prochaine élection? Pas du tout. C'est parce que je suis député et que j'ai l'obligation d'expliquer aux Ivoiriens les risques qu'ils encourent par rapport à cette pratique qui va revenir encore en 2022. Très bien. Ça, c'est une obligation pour moi. Kevin et Alain. Voilà. D'accord, monsieur. Enfin, moi, je pense avoir bien compris, et nos téléspectateurs aussi. Mais moi, j'ai une question pragmatique. Si demain, je suis inscrit sur une liste électorale, moi, j'habite la commune de Yopougon, donc dans ma circonscription, et que je déménage le lendemain, c'est-à-dire, non, je déménage la veille du scrutin. Oui. Comment ça se passe pour moi? Vous ne pouvez pas vous inscrire. C'est tout. La loi dit c'est 6 mois avant. Mais alors, est-ce que ça ne pose pas un autre problème? Parce qu'on appelle tout le monde à venir s'enregistrer, on demande à ce qu'il y ait vraiment un grand nombre d'électeurs et tout ça. C'est là où vous mais à côté de ça, on contraint. Le jour du vote, vous revenez voter. Mais on ne décide pas comme ça de déménager. Parfois, ce n'est pas par pur plaisir. Vous pouvez déménager, mais restez sur la liste électorale de là où vous viviez. D'accord. Le jour du vote, vous venez voter, c'est tout. Le dernier point sur cette question-là. C'est les moyens de contrôle, notamment le certificat de résidence qui me paraît insuffisant en fait. Parce qu'il peut s'obtenir, vous le savez parfois. Il y a le certificat de résidence, il y a l'inscription au rôle de contribution locale. Donc les deux documents seront exigés. Oui, tout à fait. Ou c'est un ou Non, c'est alternatif, quoi. Parce qu'on sait que par le passé, certains, notamment, sont allés s'inscrire sur la liste électorale en fournissant le seul certificat de résidence obtenu contre un bac chiche auprès d'un officier, enfin d'un agent de police. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'agent de police encourt une peine lui aussi. S'il n'a pas pris la peine de vérifier que l'individu vit vraiment là avant de faire le... Ces peines-là peuvent-elles dissuader des personnes qui veulent frauder?
Parce que c'est une vraie atteinte à, je pense, à la je pense que démocratie. ça peut dissuader. Parce que quel intérêt vous avez à aller frauder? Pour aller donner votre voix à une personne, vous allez aller en prison pour ça? Parce que ce qu'on convoie ainsi, combien on leur donne? C'est 2 000 francs, 5 000 francs maximum. C'est ça. Donc on convoie des gens sur des dizaines de kilomètres pour venir voter à cause de 5 000 francs. Vous risquez votre liberté. Donc il faut que les gens sachent à quel peine ils s'exposent s'ils s'amusent à aller voter d'une zone à une autre. Bon, il y a des villages où il y avait à peine 180 votants. Et puis après l'enrôlement, il se retrouve avec 2000 votants. Alors sur le cas du plateau, excusez-moi Brice, qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce qu'on l'a dit, hein, le diagnostic est posé, il y a 6 000 ou 8 000 habitants, il y a près de 100 000 inscrits. Que faut-il faire? Faut-il déclarer cette zone un peu spéciale et puis peut-être ne pas organiser d'élections là-bas jusqu'à ce qu'on ait expurgé? Parce qu'effectivement, c'est un vrai problème avec la question d'Alain. Donc là, je comprends, mais c'est la CEI de mettre en place le nouveau test pour que toutes les personnes, par exemple, qui ne vivent pas au plateau, ne viennent pas y voter. Voilà. Donc, ils sont près de 8 000 habitants au plateau, mais ils ont 96 000 inscrits. Ça veut dire que les gens sont venus de partout. C'est ça. Pour venir s'inscrire là. Et ils ne sont pas venus de leur propre volonté. C'est des gens qui les ont convoyés. C'est un système qui était là depuis près de 20 ans. Et donc, il faut pouvoir, au lieu de nouveau test là, dégraisser ce monde-là pour que ceux qui sont au plateau votent vraiment. Parce que si les gens viennent voter de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils imposent au plateau un candidat qui n'a pas été élu par les ceux qui vivent au plateau. Bien sûr. Et on a vu des villes entières où des candidats ont été votés par 3 000 personnes qui sont venues de l'extérieur. Méconnus des populations. Méconnus des populations. Et ils se sont imposés aux populations. Ces gens-là, ils n'ont aucun compte à rendre aux populations locales. Parce que son électorat se trouve hors de la zone. Très bien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Très bien. En tout cas, merci de nous apporter donc l'éclairage et surtout d'inviter les personnes concernées à cette vraie communication autour. Parce qu'on en parle, c'est vrai qu'on est dans le cas des personnes qu'on a convoyées, donc il y a une volonté manifeste de pouvoir faire de la fraude. Mais il y a des personnes sans forcément connaître le texte, on pourrait donc s'exposer à la rigueur de la loi, malheureusement. Et donc c'est important que vous soyez sur notre plateau aujourd'hui pour faire cet éclairage-là. Bon, on parle d'autre chose, hein, vous êtes sur notre plateau. J'ai entendu il y a quelques jours, lors d'une conférence, où vous êtes accusé, donc vous êtes accusé d'avoir autorisé donc que des arbres, des tecs, soient abattus. Et faites-nous un peu le point. Quelle est la situation? De quoi on vous accuse? Je pense que c'est une affaire qui est terminée. Le week-end dernier, on a organisé un point de presse à Tia-Salé. Et les journalistes qui ont été à Tia-Salé ont rencontré aussi le préfet du département, qui a dit que ça s'agissait d'un faux débat. Parce que le maire d'une commune a la possibilité de disposer d'une réserve administrative pour en faire un projet d'intérêt public. Quand on veut construire une école pour la commune, le maire doit trouver un espace pour que l'État construise l'école. C'est pour ça que quand on fait le lotissement, il y a des réserves administratives. C'est destiné à cela. J'ai déjà déguerpi à Tessalé une réserve de près de 50 000 maisons, pardon, 50 habitations que j'ai rasées pour pouvoir faire bâtir un collège. Et donc quand on me dit qu'on veut construire un hôpital général pour ma ville, Tessalé est un district sanitaire qui couvre Tabo, qui couvre Sikansi, qui couvre Morocco, qui couvre Ndossi. Donc vous voyez, la zone est très grande. Et on a un hôpital qui a été construit en 59. Donc qui est complètement dépassé en termes même de structure d'accueil. Et donc, le ministère va construire un hôpital de référence à Tessalé. Depuis 2020, la mairie a cédé la réserve au ministère de la Santé pour bâtir le nouvel hôpital. Et donc, quand le ministère demande au maire de mettre à disposition le site, le maire il met à disposition le site. Et donc, sur le site, l'école, le lycée qui est en face avait fait réaliser une plantation de tech. Mais il n'empêche que la réserve, le site demeure toujours une réserve. Et que le jour où la collectivité a besoin de son site, elle peut en disposer. Et donc, c'est ce que nous avons fait. J'ai fait un courrier officiel au ministère des Eaux et Forêts pour leur dire que, vu l'urgence de la construction de l'hôpital, je vais disposer du site. Donc, je vais demander qu'on coupe les tecs pour libérer le site. Il faut couper les tecs, dessoucher et faire la plateforme pour que les gens démarrent les travaux. Donc, c'est une procédure totalement officielle que nous avons faite. Ça a choqué les écologistes? Bon, s'ils étaient choqués par la dévastation de nos forêts classées, ça allait être vraiment une bonne réaction. Parce que moi, j'ai travaillé depuis 10 ans sur le pillage de nos forêts en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu les agents des eaux et forêts faire des conférences de presse pour s'en émouvoir. Ce n'est pas des tecs qu'on a coupés à Tia-Salé pour construire un hôpital qui va devenir... Le maire de Tia-Salé a déjà pris d'autorité une décision pour sauver une plantation de 10 hectares à Tia-Salé, qui a été réalisée sur un terrain loti approuvé par arrêté ministériel. Donc les terrains sont là, appartiennent à des privés. Le maire a l'obligation de raser le site pour pouvoir céder les espaces sur lesquels les gens ont l'air à céder. Mais à la demande des eaux et forêts, j'ai rencontré toutes les familles et on a trouvé un accord. Le maire a décidé de sauver le site de 10 hectares et de trouver un espace pour compenser cette réserve-là.
Donc un maire, tu sauves 10 hectares dans sa ville et tu libères 5 hectares pour construire un hôpital, vous allez le livrer à la Vendée populaire. Quel intérêt moi j'avais à faire ça? C'est par rapport à ma population. Est-ce que la santé de 50 000 personnes est moins importante que des pays de tech? Attendez, il faut qu'on arrête ce débat-là. En fait, c'était une cabale politicienne qui a été montée. Finalement, on l'a démontée. Et je pense que ceux qui l'ont instruite, ceux qui l'ont montée, ont découvert que ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut gagner une élection. Vous avez su qui est derrière? Oui, je sais qui est derrière. Ce sont mes adversaires politiques. Et j'en ai les preuves. Vous avez des noms? Non, je ne citerai pas de nom ici. Très bien. Alors là, les couleurs sont annoncées pour les prochaines élections en 2023. Oui, bien sûr. Vous serez candidat à votre propre Oui, succession. je serai candidat à ma propre succession. Pour vérifier que l'hôpital va être bel et bien construit. Ah oui, tout à fait. C'est aussi un engagement. Il faut que cet hôpital soit construit parce qu'on s'est battu pour que cela soit fait. Au départ, ça a été de réhabiliter l'hôpital général de Tessalé. Le ministre Akawole est venu le 26 mai 2020 à Tessalé pour dire qu'il disposait d'une enveloppe de 1,3 milliard pour réhabiliter l'hôpital général. C'est moi, en tant que maire, qui ai dit, au lieu de mettre 1,3 milliard dans la réhabilitation des bâtiments, j'ai construit en 1959, avec 1,3 milliard, on peut construire un nouvel hôpital. Tout ce que le ministère a demandé, c'est que la mairie leur donne un site à bâtir. Moi, j'ai offert le site. Et là, l'hôpital est censé être mis sur pied dans le principe, les travaux devaient démarrer dans ce mois d'octobre. Mais avec toute cette histoire, tout ce brouillard qu'il y a eu, les enquêtes ont été levées, c'est maintenant qu'on voit un peu plus clair et que peut-être le ministère va venir faire la première pierre. Et les techs coupés, ils ont servi à... Voilà, j'ai appris aussi que j'aurais vendu 340 tonnes de tech. Bon, vous imaginez, le ministère des Eaux et Forêts est venu parce qu'on était des affaires juridiques à Tessalé pour vérifier. Les techs de 4 ans de vie ne sont pas financièrement exploitables. Les techs, pour qu'ils soient exploitables, c'est au moins 15 ans. 4 ans de vie, on ne peut qu'en faire du bois de chauffe. Et donc, les techs, en l'occurrence, sont... L'opérateur qui est venu réaliser, on lui a demandé de trouver ça, fait son bois de chauffe. Ils sont allés vérifier, ils ont trouvé ça là-bas. La mairie n'a pas la capacité de vendre des techs ou à mettre les ressources. Quand on fait cette telle vente. Ce n'est pas vrai. Très bien. On n'a vendu aucun peu de tech. Honorable Assalé, revenons sur un autre sujet. Il y a quelques mois de cela, on vous recevait sur ce plateau, je dirais même pratiquement plus d'une année, et vous étiez porteur d'une proposition de loi relative à la limitation d'âge pour ceux qui sont candidats aux élections présidentielles. Où nous en sommes avec cette proposition? Parce que moi, on va dire chaque fois que vous voyez, ce n'est pas le monsieur qui paie l'imitation, là. Oui, mais vous savez, moi je pense avoir, en tant que député, joué mon rôle. J'ai aussi d'alerter. Mais c'est également de proposer des lois. Le test, je l'ai déposé le 1er avril 2022. Nous sommes en octobre 2022, près de, près de 7 mois plus tard, d'accord? Je n'ai pas encore de retour du bureau du Parlement. On ne m'a pas dit à quel niveau d'instruction se trouvait mon texte. Et donc, moi, j'attends. Je viens d'avoir le calendrier pour les travaux jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il y figure? J'ai vu que le test n'y figure pas. Je considère que, comme on part en vacances à partir de décembre, qu'on va revenir le 1er avril 2023, je considère que le calendrier va être fait, peut-être qu'enfin, ils vont programmer pour qu'on en débatte. Parce que moi, j'estime qu'en démocratie, il n'y a pas de débat tabou. On peut faire le débat sur la limitation de l'âge, bien de la Constitution, au Parlement. Et puis le vote, c'est un choix politique. Personne n'est contraint de voter, mais il faut qu'on fasse le débat et que chacun donne son avis. Vous avez l'impression que ce débat-là dérange certains de vos collègues? Comment? Vous avez l'impression que ce débat-là, il dérange apparemment, il dérange tous les camps politiques. Manifestement, c'est tous les camps politiques, toutes ces questions-là, qui sont en train de faire une sorte de coalition de l'entente pour combattre ce texte. Imposer le silence. Voilà. Moi, j'aimerais savoir pourquoi la limitation d'âge à la présidentielle et pas tout simplement pour toutes les élections. Non, pas forcément. Je n'ai pas dit ça. Dans le texte, j'ai bien dit que pour toutes les élections en Côte d'Ivoire, quand on a au-delà de 75 ans, on devrait pouvoir se présenter. Ça c'est dans le texte. Alors, voilà. Monsieur le député, rapidement, puisque vous êtes un élu local, est-ce que vous estimez aussi qu'on pourrait limiter le nombre de mandats des élus? C'est-à-dire à 3 le mandat des députés, à 3 le mandat des maires, parce qu'après, on crée quand même une espèce de baronnie locale qui est source de corruption. À titre personnel, je pense que quand on est un élu, qu'on soit au niveau national ou au niveau local, et qu'on a vraiment travaillé pour sa collectivité ou bien pour son pays, je pense qu'au bout de 10 ans, on est fatigué. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je travaille pour ma collectivité, mais je vous assure que je suis fatigué. Et que je n'ai vraiment pas l'envie. Si je suis réélu, par exemple, en 2023... Vous êtes fatigué, mais vous remplissez quand même. Non, je n'ai même pas envie d'aller au-delà de ça. Ce n'est pas tenable psychologiquement.
Pas possible. Donc j'estime qu'à un Mais moment vous avez donné, encore l'énergie il faut encadrer. pour un autre mandat? C'est ça, il dit au bout, Oui, mais bien sûr. au bout de ce Voilà. deuxième, il n'aura plus Voilà, au bout de d'énergie. ce deuxième, je n'ai plus d'énergie. En tout cas, pour cette Attention, pour les cette- opposants écoutent. Hein. Oui, ils peuvent écouter, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on envoie des messages aux Ivoiriens Et aussi. même si toute la population de Tia Salé sort, parce que le prétexte qu'on nous donne aujourd'hui, c'est que toute la population Le peuple a va soutenu. demander. Oui, mais c'est des choses auxquelles je ne crois pas. Voilà. Il faut dire non, le peuple est derrière moi, il veut qu'il me prenne ça, je ne crois pas à ça. C'est Voilà. dommage Moi, que la c'est des choix. proposition du monsieur soit ensevelie sous les décombres. Du député. Bon, du député, qui est aussi un monsieur. Oui, Je pense c'est Vélici les décombres. Ben, c'est enseveli parce qu'il a dit que justement il n'a pas vu son D'ici la fin de texte. l'année, loi. le plan de travail, c'est la fin on de va pas l'année. faire la langue de bois. Voilà. Parce que même La quand langue de on bois est dessus. incommodé par un texte, on vote contre tout Bien sûr. simplement. Voilà. Donc Il faut c'est qu'on fasse le dommage. débat. Mais il refuse le débat. Ouais, c'est ça. C'est même pas encore programmé. Donc j'attends qu'il programme. Ou bien qu'on me fasse un courrier officiel qui me dit, pour telle ou telle raison, votre test ne peut pas être programmé. Le Parlement fonctionne aussi avec des Est-ce que règles. vous avez des échos de pourquoi? Est-ce que vous avez essayé de savoir? Quand vous passez devant le bureau un peu de temps en temps, Il dit, il retient qu'il y a une coalition. Apparemment, tous les acteurs sont d'accord. C'est-à-dire, pour une fois, ils se sont mis Non, tous c'est vrai, il y a d'accord. parfois des échos en fait. Oui, non, mais je sais, Donc, c'est ça, il n'y a pas besoin de voter. pour le moment, il n'y a aucune décision qui a été prise concernant ce texte. Est-ce que vous estimez que c'est une entente contre la démocratie parlementaire, par exemple? Non, une entente contre le débat Contre parlementaire. le débat Oui, parlementaire. j'estime que ce n'est pas normal. Qu'un texte est déposé, un élu a déposé un texte, il faut qu'il ait un sort. C'est clair. Qu'on l'envoie aux discussions. Après, on vote. Mais est-ce que, en général, en dehors de ce texte, est-ce qu'en général, tous les textes qui sont déposés sont débattus? Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de textes qui sont proposés par les députés. Oui, c'est ça. Vous voyez, 99% de nos textes sont d'origine parlementaire, de l'origine gouvernementale. Oui, ça. Les députés ne proposent pas beaucoup de choses. Que font les députés au Parlement? Ils jouent leur rôle, ils votent les lois. D'accord, ok. Ils étudient le budget. Là, on vient de nous envoyer le budget, près de 8000 pages qu'on va étudier. On estime qu'il y a peut-être des choses plus importantes. Comment? On estime peut-être qu'il y a des choses plus importantes Que quoi? que parler de Que la limitation. limitation d'âge? Oui, peut-être que les acteurs politiques estiment qu'ils peuvent trouver d'autres solutions pour qu'on ait aux élections sans qu'il y ait des Alors, troubles. monsieur le député, rapidement, comment est-ce que vous avez accueilli la coalition entre le RHDP, le PPACI et autres au moment de l'élection du président Bictogo? Oui, il faut dire que vous avez été gêné? j'ai été un acteur à l'intérieur et j'avoue que j'ai été surpris par la façon dont les choses se sont passées. Bon, peut-être que d'un point de vue au niveau du dialogue politique, il fallait envoyer des gages aux uns aux autres. Mais moi, j'estimais qu'à partir du moment où le parti au pouvoir avait son candidat, que le PDCI avait présenté un candidat, enfin, pas le PDCI, un candidat s'est présenté Au nom du avec le PDCI. PDCI, et que j'ai vu que son propre parti au sein de l'hémicycle le désavouait à la limite, j'ai compris que peut-être que les raisons politiques ont plus d'importance que les questions de débat démocratique à l'intérieur. Mais ça a créé une atmosphère de calme dans le Parlement, et c'était ce que je qu'on a salué. Sinon, j'aurais voulu quand même qu'on fasse un débat, et que bon, il y ait un vote, et que le président soit élu. Mais il y a eu un consensus, peut-être que par derrière, il y avait d'autres engagements que les gens ont pris, mais nous, on n'a pas les dessous des cartes. Très bien. Voilà. Merci. Bon, j'ai une question là, je crois que j'ai lu quelque part. Est-ce que vous pensez foncièrement qu'en 2025, on aurait un trio que vous allez avoir affiché dans le fond de l'écran, Bédié, Alassane Gbagbo? Oui, mais si les choses se passent telles qu'on le voit, il y a de fortes chances qu'on se retrouve sur la ligne de départ avec les mêmes acteurs pour un autre round. Voilà, parce qu'on a écouté les NPPACI, ils ont dit que naturellement leur candidat c'est le président Gbagbo. Au PDCI aussi. Bon, au PDCI, on ne voit pas le président Bédié en train de préparer son départ. Hein. Bien au contraire, tous les gestes, tous les langages qui sont donnés démontrent qu'on y va encore. Bon, au RADP, il sait que parmi les trois, le président Ouattara, lui, avait la volonté au départ du parti. Mais il a dit aussi que s'il veut partir que les autres veulent rester, lui, il ne va pas. Bon, donc, comment on fait dans une telle dynamique-là? Comment on fait pour que les trois acceptent ensemble peut-être d'aller se reposer, pour que les Ivoiriens les célèbrent pour tout ce qu'ils ont apporté à notre pays, chacun à son niveau, depuis 30 ans. Je pense qu'à tous les niveaux, ils ont servi le pays et qu'à un moment donné, on peut leur rendre hommage. Je signale que vous avez peut-être essayé avec la loi, ça ne va pas, on va leur demander pardon. On va trouver une autre stratégie pour leur demander de partir. Honorable Assalé Tiemoko, merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. Vous êtes député maire de Tia Salé. Voilà. On profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent à Tia Salé. Voilà, donc, merci Élisée. Votre message a été entendu. Je crois que concernant la route de Biancouma, on nous signale que qui devait avoir l'information là. Merci Daouda. Merci Alain. Merci Isabelle. Merci Kevin.
Merci Reine. J'attendais le meilleur pour la fin. Non, normal, hein, donc ça a été salué. On vous retrouve demain sur le même plateau du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Continuez à rester Live TV. Nous, on sera là demain par la grâce de Dieu et surtout, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur vous, sur vos foyers, vos maisons. À demain.